Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir dans cette nouvelle édition des Conversations at Care. Merci à nos invités, à nos partenaires, à nos étudiants et étudiantes et à celles et ceux qui participent pour la première fois. Votre présence nombreuse témoigne de l'importance que vous accordez à ce séminaire. Avant de commencer, c'est quoi Conversations at Care Seminar Series? Nous avons imaginé cette plateforme comme un espace ouvert où se rencontrent réflexion scientifique, le dialogue stratégique et les idées qui façonnent la santé publique d'aujourd'hui et de demain. C'est un lieu où se croisent chercheurs, leaders institutionnels, acteurs de terrain, jeunes talents et innovateurs afin de nourrir une dynamique de débat, de partage et d'inspiration. Les trois formats du programme des Conversations at Care, c'est les séries d'échanges, les Seminar Series et les infos épidémies. Pour le podcast, c'est une série d'échanges avec des personnalités marquantes du monde scientifique et de la santé mondiale. On y aborde des sujets qui vont de l'innovation à la gouvernance, en passant par la recherche ou la diplomatie sanitaire. Les séminaires séries qui nous réunit aujourd'hui, il est pensé pour offrir des analyses et retours d'expérience de personnes expérimentées et nouvelles. Il faut aussi créer un environnement propice au débat, l'apprentissage mutuel et le réseautage. Pour les infos épidémies, Outbreak News, c'est de courtes capsules d'informations qui mettent la lumière sur l'actualité épidémiologique de la région pour contribuer à une meilleure diffusion de l'information scientifique. L'ambition du séminaire Series à travers ce format, nous souhaitons installer un rendez-vous régulier pour réfléchir ensemble aux enjeux majeurs du développement scientifique et sanitaire du continent. C'est aussi une manière de renforcer le lien entre la recherche et aussi les scientifiques, les politiques publiques et les pratiques de terrain. Et surtout de faire entendre davantage la voix de l'Afrique dans les discussions mondiales. Nous invitons toutes ceux et celles qui souhaiteraient présenter leurs travaux, partager une expérience ou collaborer sur de prochains ou prochaines sessions à se rapprocher de notre équipe, l'équipe CARE, à la fin de l'événement. Notre objectif est de bâtir une communauté engagée et durable. J'ai maintenant l'honneur de présenter Dr Ibrahima Sosé Fall. Dr Ibrahima Sosé, c'est une référence mondiale dans la santé publique, un leader, un stratège, un diplomate de la santé, et il est reconnu pour son engagement dans le renforcement des systèmes sanitaires et la riposte aux épidémies. Il dirige aujourd'hui l'Institut Pasteur de Dakar, après avoir occupé le poste de directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé, médecin, colonel, épidémiologiste. Il a contribué à façonner des initiatives majeures en Afrique et à l'échelle internationale. Son parcours, son leadership et sa vision ont profondément marqué le domaine de la sécurité sanitaire mondiale. Le thème du jour, pourquoi il est essentiel? Dr Socé nous parlera aujourd'hui d'un sujet crucial, repositionner l'Afrique dans l'architecture mondiale de la sécurité sanitaire. Un thème d'actualité car le continent fait face à d'importants défis sanitaires tout en restant trop peu impliqué dans les décisions globales. La période du post-Covid a révélé des fragilités majeures, des financements, en passant par les financements, les chaînes d'approvisionnement, la préparation aux urgences, équité et accès. Des réformes sont en cours dans les institutions internationales et l'Afrique doit être pleinement partie prenante de ces transformations. Avec sa jeunesse, ses pôles d'innovation et le renforcement de ses institutions régionales, le continent a une réelle opportunité de peser davantage dans la refonte du système mondial. Cette conférence vise à nourrir une réflexion stratégique pour les années à venir sur nos partenariats, notre leadership et notre positionnement. Nous vous encourageons également à intervenir pendant les questions et réponses et poser vos questions, partager votre expérience, votre analyse ou vos réflexions. Vos contributions aident toujours et enrichissent véritablement ces échanges. Et donc, pour le programme, on va avoir la session de
Dr Socé. Ensuite, il y aura la session de questions et réponses. Même les personnes qui sont en ligne pourront poser leurs questions et ils seront répondus. Après ça, on aura la séance de networking, le cocktail. Donc, à la fin de la session, nous vous invitons à rejoindre pour un moment la séance de networking. Sous les manguiers, on va vous orienter à l'entrée principale de CARE. Vous pourrez continuer les échanges dans un cadre convivial et rencontrer les intervenants ainsi que les participants. Merci pour votre attention et votre présence. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Dr Ibrahim Soussifal à prendre la parole. Bienvenue à Conversations at CARE. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue à CARE, à l'Institut de Dakar. Pour commencer, j'ai une question texte pour les moins de 55 ans. Et posez votre téléphone. On sait qu'avec l'intelligence artificielle, vous pouvez trouver la réponse tout de suite. Tous les moins de 30 ans. Donc, selon vous, avez quelques secondes pour répondre. Quelle a été l'épidémie la plus mortelle en Afrique et en Afrique de l'Ouest que vous aidez? L'épidémie, pas le paludisme. Le paludisme est endémique. Donc, on exclut le paludisme. Hein? Récemment, c'est la méningite. L'épidémie de 1996. C'était plus de 250 000 cas et plus de 30 000 décès, rien que dans le Sahel. Et ça a beaucoup changé parce qu'à partir de là, des vaccins ont été développés et votre génération n'a pas vécu ces épidémies. Donc, le sujet sur la sécurité sanitaire est un sujet extrêmement important. Il faut tout le temps avoir à l'esprit et nous devons, en tant que scientifiques, toujours alerte, mettre la pression sur les décideurs politiques pour rompre ce cycle de panique et de négligence. Le cycle de panique, c'est quoi? Quand il y a une épidémie, une épidémie comme Ebola, tout le monde se mobilise, tous les moyens. Quand il y a une pandémie comme Covid, on arrête, on met même excessivement de moyens. Juste après ça, on oublie complètement. Aujourd'hui, on a pratiquement oublié la pandémie. Il faut faire beaucoup d'efforts pour convaincre les décideurs d'investir dans la santé. Et ce qui est intéressant dans cette période de panique, on peut mettre la pression. Et je dis tout le temps que toute crise, malheureusement, dans chaque crise, on a des victimes, on a aussi des opportunités pour mieux faire. Et quand il y a eu l'épidémie d'Ebola au Mali, tellement mis la pression que le président même s'est levé pour agir. Et à la fin, sont partis les voir avec la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, Ban Ki-moon, qui était donc, le secrétaire général des Nations Unies. Et quand il a félicité à la fin, il a dit, il ne faut pas me féliciter. J'ai agi parce que vous m'avez fait peur. Il a eu peur parce qu'il pensait déjà à sa famille, ses petits-enfants qui allaient disparaître avec l'épidémie. Et effectivement, quand on a commencé, on a eu une table ronde des partenaires pour sortir les financements, ça a commencé à hésiter. Et puis la parole pour dire à la Banque mondiale, à l'Union européenne, tout le monde, vous avez deux choix. Gardez votre argent et Ebola vient vous balayer avec votre argent, ou bien vous mettez l'argent en arrêt l'épidémie. Le lendemain, tout le monde avait mis l'argent sur la table. Et quand les gens paniquent, ils mettent l'argent. Nous ne devons pas attendre ce stade de panique. Nous devons être suffisamment préparés pour pouvoir prévenir ce genre de situation. Donc, plusieurs définitions existent quand on parle de sécurité sanitaire. Si vous regardez juste l'intelligence artificielle, donc l'accent est mis sur la prévention, la détection, la réponse, donc des menaces de santé publique qui peuvent avoir des effets sur la population et à travers les frontières, donc pas seulement pour problème national, la sécurité sanitaire. La définition de l'OMS met beaucoup l'accent sur les activités de prévention et de réponse. Et je n'ai jamais été satisfait par cette définition. Parce que tout simplement, on ne peut pas juste sauter sur les actions. Il y a des aspects de politique, des aspects de stratégie, de procédure, avant d'aller vers des interventions et actions cohérentes
de prévention et de mitigation de ces phénomènes sanitaires. C'est pourquoi j'ai depuis très longtemps utilisé ma propre définition quand je présente la sécurité sanitaire. Et il faut toujours penser à l'approche tout risque, qu'on appelle all hazard approach en anglais. Parce que nous avons les risques biologiques, les chimiques, mais aussi les risques radionucléaires en termes de sécurité sanitaire. Et parler de sécurité sanitaire, c'est forcément parler du règlement sanitaire international qui est un instrument contraignant qui demande au pays d'avoir un minimum de capacité pour la détection, la prévention et la réponse aux épidémies. Malheureusement, avant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, le règlement sanitaire international était juste connu par quelques techniciens, alors que c'est un instrument politique. C'est juste quelques techniciens qui se réunissaient, qui se parlaient entre eux, qui faisaient de l'auto-évaluation. Aucun politicien n'était au courant du règlement sanitaire international. Il ne faut jamais oublier que la santé est avant tout un choix politique. Et je le rappelle tout le temps, il n'y a pas de développement sans santé, il n'y a pas de prospérité sans santé. Une population qui n'est pas en bonne santé ne peut pas donc produire. On verra plus tard sur les impacts économiques des problèmes de sécurité sanitaire. Et pendant longtemps, donc c'était resté entre les techniciens. Et quand tu as eu des histoires de fermeture de frontières, c'est là où les gens ont commencé à évoquer le règlement sanitaire international. Qu'est-ce que le règlement sanitaire international? Et les gens ont aussi commencé à défier les articles du règlement sanitaire international qui ont poussé à avoir plusieurs révisions. Nous avons de plus en plus d'épidémies, potentielles pandémiques dans le monde, soit en Afrique ou ailleurs. Il y a plusieurs facteurs sur lesquels nous reviendrons plus tard. Bien entendu, un facteur environnemental lié à la dégradation de l'environnement, la déforestation et une perte de la biodiversité. Et quand il y a perte de la biodiversité, il y a certaines espèces qui se développent de façon accélérée parce qu'ils n'ont plus de prédateurs, etc. Donc, quand on voit ce qui se passe avec la santé, les gens sont de plus en plus exposés à ces phénomènes. Il faut aussi voir donc, la croissance accélérée de la population, surtout en Afrique. Nous avons des villes, des bidonvilles qui se développent, qui entraînent aussi une certaine déforestation. Et certaines épidémies urbaines sont très dévastatrices. Nous avons vu l'épidémie de fièvre jaune à Luanda et à Kinshasa en 2016, on a entendu les épidémies d'Ebola en Afrique de l'Ouest et bien d'autres épidémies. Ce dysfonctionnement, une urbanisation mal planifiée, où nous avons de l'eau stagnante un peu partout. Dès qu'on sort ici de la banlieue, on voit les phénomènes d'inondation. Aujourd'hui, nous parlons d'épidémie de fièvre de la vallée du Rif. Même dans la banlieue de Dakar, nous enregistrons des cas. Il y a beaucoup de phénomènes donc, qui l'expliquent. Bien entendu, les voyages internationaux aujourd'hui constitue un facteur qui accélère la virus. Et on vit au début de la pandémie, certains pays qui se considèrent comme très prendre les ressortissants en Chine pour les ramener à la maison. Je disais, ils sont en train d'importer l'épidémie. En réalité, l'épidémie était localisée en Chine au début. Pourquoi il fallait aller accélérer la circulation du virus? Je me rappelle, le problème s'est posé au Sénégal. Ici, avec des étudiants qui étaient en Chine. Le président m'a appelé. J'étais à Dubaï, je crois. Parce qu'il y avait tellement de pression, je ne savais pas quoi faire des étudiants en Chine. Je leur ai dit, OK, vous voulez importer le virus. Est-ce que vous connaissez le virus? Vous avez les capacités. Vous avez plus de capacités que la Chine. Donc, vous les laissez là-bas, qu'ils soient bien surveillés, qu'ils soient bien approvisionnés, qu'ils restent sur place. Et si ce moment-là, de les traiter sur place. C'est comme ça que la décision a été prise pour ne pas ramener dans la panique ces étudiants ici au Sénégal. Donc, à côté de ces phénomènes, nous avons des crises humanitaires un peu partout, de Gaza à l'Ukraine. Et en 2025, nous avons plus de 300 millions de personnes qui vivent dans des situations précaires, plus de 72 pays. Quand je regarde le chiffre de 2022 en slide, on était à 56 pays où il y avait des crises humanitaires. Si vous regardez aujourd'hui le Sahel,
jusqu'au lac Tchad, vous avez plus de 40 millions de personnes qui sont dans des situations précaires. Regardez la corne de l'Afrique. Vous avez pratiquement 60 millions de personnes donc, qui sont dans des situations précaires et qui sont affectées par des maladies transmissibles. Donc, c'est un élément important dans la sécurité sanitaire. Durant la pandémie, on était obligé de faire un plan spécifique pour les personnes qui sont dans des situations de crise humanitaire parce que les besoins n'étaient pas les mêmes. En Afrique, chaque année, on a plus de 120 épidémies. Étude que nous avions faite avec une équipe quand j'étais au bureau régional, et on s'est rendu compte que plus on améliorait le système de surveillance, plus on détectait donc d'épidémies. On a dépassé largement ce nombre. Le journal de l'OMS, on a enregistré plus de 500 épidémies. On a enregistré et documenté, pas juste. Parce que nous avions fait un bulletin. Le bulletin, c'est un résumé, dans lequel donc, nous documentions toutes les épidémies et chaque semaine, nous avions des articles approfondis sur 3 ou 4 épidémies. Donc, si on va faire une petite comparaison, en mai 2022, le bureau régional était en train de répondre sur 135 épidémies en Afrique. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a pratiquement une nouvelle épidémie tous les 3 jours en Afrique. Et cela est dû à plusieurs facteurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce que nous avons fait en 2015, quand l'équipe m'a présenté pour la première fois le nombre d'épidémies qu'ils ont eu en 2014, ma première question, c'est qu'est-ce que vous avez fait des données? Tout le monde me regardait. OK. On a besoin de faire une analyse cartographique du risque épidémique en Afrique. Nous avons sélectionné un certain nombre de pathogènes et nous avons analysé sur pratiquement 50 ans tout ce qui s'est passé avec toutes les sources possibles dans le monde. Non seulement les épidémies, mais nous avons essayé donc de cartographier les niches écologiques des différentes épidémies. Donc, ce que vous voyez ici, sur les Marburg et Ebola, la fièvre jaune et Zika, ici. Donc, je me rappelle quand j'ai commencé à vouloir faire cette étude, tout le monde se focalisait sur Ebola en Afrique de l'Est. Non, on n'a pas le temps, il faut qu'on arrête l'épidémie. Je dis non. On va arrêter l'épidémie, mais quand on parle de preparedness, il faut avoir la evidence-based preparedness. Il faut savoir à quoi on se prépare, quel est le risque. Non, dama waxoon a jàpp walaay seconde. Ici, donc, vous avez l'analyse du risque pour Lassa et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Vous voyez que la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, si vous voyez la Mauritanie et le Sénégal, c'est en circulation permanente. Même sauf si on les dit aussi pas souvent, vous voyez en Afrique australe, la même chose. Je croyais que j'avais mis la fièvre de la vallée du Rift, je ne sais pas, mais si vous voyez la fièvre de la vallée du Rift aussi, le Sénégal et la Mauritanie depuis 1927, donc le virus circule et nous avons une grosse épidémie cette année. Et la plupart de ces maladies sont d'origine zoonotique, cela veut dire que le virus part de l'animal pour traverser. Et nous avons des phénomènes complexes écologiques et biologiques qui font que ces virus peuvent émerger chez l'être humain. Au bout du compte, ce qui est important, c'est de comprendre que la surveillance de ces maladies ne peut pas être juste une surveillance des cas et des décès chez l'être humain. Nous avons besoin de ce qu'on appelle la surveillance collaborative. Si on prend l'exemple de la fièvre de la vallée du Rift, si notre système de surveillance était efficace, on n'aurait pas dû attendre d'avoir des cas humains pour. On aurait dû déjà voir le risque chez les animaux avec l'excès de pluviométrie. On aurait dû détecter les premiers cas chez les animaux avec la mortalité, avec les avortements chez les petits ruminants. Et on aurait dû confirmer l'épidémie là-bas et avoir des actions préventives. Malheureusement, c'est quand il y a eu des cas humains, on a détecté l'épidémie.
Bon, la conséquence de ces épidémies sur le plan socio-économique est énorme. Juste pour 10 d'exemples, la pandémie de Covid. J'étais en train de faire des sondages réguliers sur le niveau de fonctionnement des systèmes de santé, des services de santé durant la pandémie. Et dans 90% des cas, les pays, le système de santé était totalement perturbé. On a vu des pays qui ont dû arrêter même des interventions chirurgicales cardiaques pour faire la prise en charge de Covid. C'est complètement aberrant. C'est du non-sens de santé publique. On a vu des pays arrêter la vaccination contre la rougeole pour vacciner contre la Covid. C'est terrible, on n'a jamais vu ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un excès de décès. Parce que quand on voit les décès spécifiques liés à la Covid, c'est entre les 5 et 6 millions enregistrés. Nous avons fait des études pour voir combien de personnes sont décédées qui n'ont pas eu accès aux services de santé durant ces périodes. On s'est retrouvé à 15 et 16 millions de décès. On voit les conséquences au-delà du virus qui affecte les gens directement. Et toutes ces personnes qui ont eu des pathologies chroniques, qui ne peuvent plus se soigner, et qui ont eu des cas graves, puisque les plus vulnérables au virus, les pertes économiques sont énormes. Vous pouvez le voir ici. Et déjà avec Ebola, on pensait avoir atteint un pic en termes de pertes économiques, mais vous voyez que n'y a même pas de comparaison avec la pandémie de Covid-19. Donc, je parlais des risques en Afrique, mais aussi on a d'autres éléments positifs tels que le développement des technologies qui peuvent être des éléments importants pour nous. Au bout du compte, on fait face à ce défi des maladies non transmissibles, des maladies transmissibles et des crises d'urgence. Et c'est les mêmes populations qui sont exposées à tous ces problèmes. Nous devons arrêter de penser que nous pouvons régler aujourd'hui les maladies infectieuses, demain les maladies chroniques, etc. Nous devons avoir une approche beaucoup plus intégrée parce que beaucoup de maladies infectieuses qui peuvent servir à des transmissions. L'investissement et ces financements ciblés sur les maladies transmissibles ont permis d'avoir un impact quand même sur beaucoup de pathologies en Afrique. Donc, si vous regardez ici, donc, entre 2000 et 2020, parce que 2000, c'était vraiment le baseline pour les outils du millénaire pour le développement. Il y a eu beaucoup de collectes d'informations. Donc, la mortalité infanto-juvénile a baissé, la mortalité liée au paludisme aussi a largement baissé. Donc, les décès liés au VIH, les nouvelles infections aussi ont baissé, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous présenter une autre slide qui compare les chiffres en Afrique par rapport aux autres pays dans le monde. Les progrès ont été enregistrés, mais largement suffisants. Et nous faisons face encore à ce défi. L'agenda inachevé des maladies infectieuses et l'augmentation des décès liés aux maladies transmissibles qui représentent plus de 43% des décès en Afrique aujourd'hui et qui vont dépasser les 50% en 2030. Donc, je reviens encore sur le règlement sanitaire international. En 2015, avec nos équipes, nous avons regardé ce qui ne marchait pas sur le règlement sanitaire international. Et le premier problème, que j'ai vu, c'était cette auto-évaluation par les pays. Il y avait un formulaire que les pays remplissaient chaque année pour dire quel est leur niveau de performance pour la surveillance, la prévention et la réponse. Les pays qui étaient à 100% de surveillance n'ont pas pu détecter Ebola. C'était noté 100 sur 100. Pendant 6 mois, ils n'ont pas pu détecter Ebola, alors qu'il y avait des décès. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on change. Et ce changement n'était pas simple. Je dis encore, c'est un instrument politique. Ça veut dire qu'il faut arriver jusqu'au niveau politique pour pouvoir faire ce changement. Et avec nos équipes, nous avons participé à une conférence sur la sécurité sanitaire en juin 2015 en Afrique du Sud. Et
le titre de cette conférence, c'est Health Security Beyond Ebola. Il y avait toutes les régions du monde qui étaient réunies. Poser sur la table la nécessité d'avoir un outil d'évaluation indépendant. On puisse envoyer des experts pour travailler avec les pays pour faire ce qu'on appelle le Joint External Evaluation, GE. Ça a causé beaucoup de problèmes à l'Assemblée mondiale. Tous les grands pays, la Chine, la Russie, l'Inde, on ne veut pas que les gens viennent évaluer notre système. Nous avons commencé en Afrique, en Tanzanie. On fait donc le premier exercice de Joint External Evaluation. Et nous avons poussé pour présenter les résultats au Parlement. Ce n'était plus le HR au niveau technique, entre techniciens de santé qui se parlent entre eux, après il n'y a rien qui arrive. Donc, nous l'avons présenté au Parlement tanzanien. Nous avons même fait un article sur ça après. Et c'était le départ donc, de cet exercice qui nous permettait d'avoir des baselines solides sur les capacités du pays. Nous avons développé 19 domaines de capacité. Il reviendra tout à l'heure. Et au-delà de ça, je vous ai montré des cartes sur l'analyse des risques épidémiques. Nous avons introduit le Outbreak Risk Analysis, le Risk Profiling. Chaque pays devait faire son profil de risque épidémique. Donc, faire une charte pour avoir les évidences, evidence-based preparedness. Et nous avons proposé en plus de ça le développement d'un plan national pour la sécurité sanitaire. Et donc, qui est basé sur les évidences. Et c'est le départ donc d'une réforme. Et à côté de cela, nous avons introduit aussi les exercices de simulation. Parce qu'en réalité, les épidémies, c'est comme la guerre. Si on n'est pas entraîné, on est tout le temps surpris. On peut avoir tous les équipements tout le matin. Si on n'est pas entraîné, on est surpris. Même les banques font des stress tests pour les crises. Nous avons organisé le premier exercice de simulation de l'OMS au Mali. On a discuté là-bas. Et il y avait une série d'exercices de simulation qui étaient programmés. Et le jour où nous avons fini l'exercice de simulation, nous avons eu le premier cas d'Ebola. Et l'équipe s'apprêtait à prendre ses bagages pour partir en Côte d'Ivoire faire de la simulation. Et vous êtes malade? On a un vrai cas maintenant, il faut démontrer que notre simulation était efficace. Et c'est comme ça. L'équipe. Donc, on a pu tout de suite transformer notre plan de préparation en plan de réponse. Et finalement, en résumé, on a pu donc, gérer rapidement l'épidémie. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y avait beaucoup d'aspects politiques. Au départ, le pays ne voulait pas déclarer. Voilà. Le premier cas était simple, parce que c'est une grand-mère qui est partie en Guinée, qui avait donc sa petite fille malade. Il est parti en Guinée, plus de 2000 km pour récupérer la fille, revenir au Mali, et il s'est trouvé que c'était un cas d'Ebola. Le cas est pas loin du Sénégal. Il a pris des bus, des taxis et tout. Donc, vous imaginez déjà tous ces trajets d'investigation, des contacts et tout. Donc, nous apprêtions à célébrer la fin de l'épidémie. Un foyer dans Bamako même. Et c'est l'équipe de Boubacar Diallo, je ne sais pas s'il est ici aujourd'hui, qui était en Guinée. Donc, dans un village, au Mali. Il se trouve que dans ce village, il y avait un foyer Ebola. Et le cas index, c'était un imam. Et l'imam est décédé à Bamako. Donc, je me rappelle, l'équipe de la Guinée m'appelle pour me dire, ah, on n'a pas une bonne nouvelle pour toi. Je sais quoi? Un cas suspect d'Ebola qui est décédé dans une clinique à Bamako. Je prends le nom, je vérifie, j'appelle la clinique, un Sénégalais là-bas, je retourne, je demande, est-ce que vous avez reçu un patient de tel nom, de tel, venu de Kourema de la Guinée? Il m'a dit oui. Quel était le tableau? Il s'était un paludisme grave avec un sang rénal. J'ai dit, on est mort. Ça, c'est Ebola typique. Ils n'ont jamais pensé à Ebola. Et voilà. Donc, c'était la course contre la mort. On a une équipe d'investigation dans la clinique. Le médecin qui a fait l'échographie, l'imam était déjà hospitalisé dans un tableau hémorragique. L'infirmier qui a reçu l'imam, même chose. Il fallait les sortir de là-bas pour les envoyer dans le centre de traitement. La famille d'accueil de l'imam, on retourne là-bas, déjà un cas, qui était malade et qui était avec ses amis,
8 heures de fumer ensemble le même joint. Donc, vous imaginez encore là-bas l'investigation. Voilà la mort, il y a 6 personnes qui ont fait la toilette nucléaire de Libye. Heureusement, il y avait des gants et l'eau était chlorée. Je ne sais pas qui les avait formés, je sais en quelle année, mais ça a eu un résultat positif. Personne n'était malade parmi ces gens qui ont fait le bain de Liban. Mais entre-temps, la fiancée de l'infirmier qui est hospitalisée, elle aussi a développé. Donc, tout d'un coup, c'est comme si le ciel tombait sur la terre. Donc, tout le monde se pose la question de ce qui se passe au monde. Nous sommes invités à la télévision. Émission directe. Le ministre vient et lit un discours. Avant d'entrer dans le studio, il commence à dire au journaliste, je ne vais pas parler de chiffres. Il lit un discours vague et puis il arrête. Son conseiller tourne en rond. J'étais la 3e personne à intervenir. Je dis, OK, si je ne dis pas ce qui se passe ici, je ne mérite pas d'être le représentant de l'OMS dans ce pays. J'ai commencé à dire, soyons sérieux. Nous avons une épidémie d'Ebola maintenant, à Bamako. Si tout le monde ne se mobilise pas, nous serons comme les autres pays, la Guinée, la Sahara et le Libéria. Je dis, nous avons besoin de toute la population. Et le lendemain, le président nous a appelés parce qu'il n'avait pas la bonne information. Et c'est comme ça qu'on a pu mobiliser donc, tout le monde. Et pour vous dire que l'aspect politique est extrêmement important dans cette situation. Et si on a peur de dire la vérité, depuis des situations où les représentants de l'OMS n'ont pas osé dire la vérité, parce qu'ils étaient intimidés par lui, pendant 2 semaines, c'est moi-même qui distribuais le rapport de situation. Je protégeais mon staff, je prenais la responsabilité de le faire. Et c'est souvent comme ça dans certains pays. Donc, à partir de tout ça, nous avons donc proposé l'évaluation. Nous avons introduit un autre outil qu'on a appelé le Strategic Risk Assessment. Que les pays sachent à quoi se préparer. Et nous avons développé aussi des outils spécifiques par rapport à certaines maladies. Donc, vous voyez en jaune ici, c'est la stratégie d'élimination des épidémies de fièvre. Nous l'avons développé après l'épidémie de l'Angola et du Congo, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes pour accès aux vaccins, etc. Donc, il est important d'avoir des outils en place à l'avance pour pouvoir faire cela. Et depuis que nous avons développé la stratégie d'élimination des épidémies de fièvre, plus de 300 millions de personnes ont été vaccinées en Afrique et c'est un vaccin qui protège pour la vie. Nous avons aujourd'hui dans le monde 119 pays qui ont fait cet exercice de risk profiling, alors que ça n'existait pas avant. Et si vous regardez, donc, pour ce qui est l'évaluation externe, le Joint External Evaluation, 127 pays dans le monde le font aujourd'hui. Rappelez-vous, ça a commencé en Afrique, en Tanzanie, parce que nous avons eu le courage de pousser. Nous avons 96 pays qui ont des plans nationaux pour la sécurité. Et avant, ça n'existait pas, il y avait aucun outil. Nous avons poussé. Et depuis lors, 370 exercices de simulation ont été organisés par les pays avec l'OMS, dans 120 pays. Et les exercices, donc, Action Review, After Action Review, vous pourrez voir. Tout ça, c'est des outils qui n'existaient pas avant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Il a fallu faire une vraie réforme du travail de l'OMS dans les urgences pour arriver à avoir ces outils. Mais, regardez le score des pays africains pour l'évaluation externe des capacités de règlement sanitaire international. La première partie en marron, c'est les capacités de prévention. Vous voyez tout le rouge qu'il y a là-bas. Là, vous voyez un peu de jaune, de vert, c'est de la vaccination. Les programmes de vaccination sont assez rodés. Les capacités de détection, c'est entre le orange et le rouge pour la plupart. Ici, vous êtes en vert au Sénégal parce que vous avez l'espace pour la capacité de détection. Mais regardez, les capacités de réponse, ce que vous voyez. Ça veut dire qu'on a un travail énorme à faire en Afrique. Avant de parler de Global Health Security, il faut avoir la sécurité localement. Il faut qu'on ait les capacités déjà de protéger nos populations. Et c'est comme ça qu'on peut aller au niveau global et avoir notre mot à dire. Là, si on le présente par domaine, là-bas c'était par pays, hein. Là, si on le présente par domaine fonctionnel,
Vous prenez juste, donc, je prends au hasard un domaine, food safety, tout ce qui est la sécurité des aliments. Vous voyez, on n'a que 4 pays qui ont des capacités développantes. Ça, c'est l'effet de l'Ouest et du Centre. Vous prenez la prévention et le contrôle des infections en milieu de soins. Un seul pays qui a des capacités développées de ça. Et c'est pour ça que durant les épidémies comme Ebola, la transmission nosocomiale, les personnes qui viennent à l'hôpital pour autre chose et qui sont contaminées, une femme qui vient accoucher et qui décède d'Ebola, les personnels de santé qui décèdent d'Ebola. On a eu plus de 500 personnels de santé qui sont décédés d'Ebola en Afrique de l'Ouest durant l'épidémie. Pour vous dire. Si vous regardez les autres capacités aussi, sont très limitées dans beaucoup de pays. Donc, pour parler de sécurité sanitaire, ça doit être une sécurité nationale sérieuse. Je dis tout le temps, quand on parle de sécurité en général, l'Africain attend qu'on vienne les protéger, ils savent bien où acheter les armes. Mais quand on parle de sécurité sanitaire, regardez les partenaires extérieurs. Ce n'est pas normal, c'est une responsabilité nationale d'abord. Et si on regarde les détails, hein, jusqu'à carte ici, partager la présentation après, vous voyez les capacités de détection ici, par exemple, à droite. Au Sénégal, comme je le disais, on a l'Institut Pasteur. En Guinée, il y a eu beaucoup d'investissements après Ebola, etc. Et vous regardez d'autres pays voisins qui ne sont pas dans cette situation. Donc, quand vous regardez les capacités de prévention, elles sont limitées ici. Donc, capacité de réponse très limitée. Donc, ici aussi, il y a beaucoup d'autres domaines qui concernent, par exemple, tout ce qui est instrument légal. Ici, on est dans le rouge, au Sénégal. Voilà. Quand on regarde les finances, parce qu'au bout du compte, il faut des financements consistants, on est encore plus faible. Les capacités de détection plus en détail ici. Compris la surveillance, laboratoire national, etc. Les ressources humaines. Donc, et ces quatre, c'est tout ce qui concerne les aspects de réponse. Vous aurez les slides après. Donc, on dit tout le temps, les épidémies commencent, se terminent dans les communautés. On ne peut pas construire un système solide en pensant juste aux structures nationales. Il est important d'avoir cette approche donc sécurité sanitaire qui commence par le niveau local, les frontline respondeurs, les communautés au contact. On va penser au niveau national, régional et global. Et un pays seul ne peut pas assurer sa sécurité sanitaire. C'est forcément donc une approche régionale, une approche globale, networking. Il faut se rappeler encore une fois que tous ces phénomènes épidémiques commencent au niveau local, par des petits foyers. Et en fonction donc de capacité à les détecter, à les contrôler, on peut avoir plusieurs scénarios. Ça peut être un containment rapide, on peut aller dans une situation où donc, on est pratiquement débordé de contrôle. Il y a une situation où pratiquement le virus se retrouve partout. On ne sait même plus le système de transmission. On est dans une situation de mitigation. Et plus on avance, plus l'impact économique et sociétal augmente. Et ça, nous devons garder à l'esprit. Les pays ne veulent pas investir dans la sécurité sanitaire. Il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent tout perdre en l'intervalle de quelques jours, en l'intervalle de quelques mois. Nous avons vu les conséquences sur le tourisme, les conséquences sur la fermeture de certaines usines, etc. Et bien entendu, même l'arrêt trafic international. Et sur la base de ça, nous avons développé un concept qu'on a appelé les 5 C. Le premier C à gauche, c'est tout ce qui est collaborative surveillance. Parler de la surveillance collaborative, parce que nous avons affaire à des phénomènes complexes. La surveillance ne peut pas se limiter à compter les noms médicaux, mais je vais y revenir sur la prochaine slide. Les communautés doivent être au centre de l'engagement communautaire. Tout ce qui est prise en charge des cas cliniques, c'est extrêmement important, aussi bien pour donc,
l'épidémie, mais aussi pour les autres maladies. Les systèmes de santé doivent continuer à fonctionner en période d'épidémie. La recherche et le développement, extrêmement important pour développer des contre-mesures contre ces virus. Nous avons besoin de beaucoup de recherche et de développement. Comme on le voit encore, c'est moins de 2% de la recherche biomédicale qui se passe en Afrique. Et le dernier, c'est tout ce qui est coordination et collaboration au niveau national. Vous devez y revenir. Et quand on parle de surveillance collaborative, c'est une surveillance intégrée des maladies, que ce soit maladies transmissibles ou non transmissibles, mais aussi les facteurs de vulnérabilité doivent être surveillés. Les vecteurs doivent être surveillés, l'environnement. Cela demande aussi beaucoup de capacités de laboratoire et de diagnostic. Et travail donc à travers les secteurs sur l'approche One Health, je disais tantôt par rapport à la chef de la vallée du Rift. En termes de protection des communautés, beaucoup d'aspects de communication, de risque et d'engagement de la communauté, donc la gestion de l'environnement, bien sûr. Et par rapport à la prise en charge des cas, nous devons avoir des systèmes qui permettent de faire la prise en charge des cas durant les épidémies. On a vu, par exemple, avec la fièvre de la vallée du Rift, des cas graves qui sont dans certaines zones ne peuvent pas être pris en charge. Les gens pensent à les évacuer. Mais on ne peut pas évacuer des cas graves durant les épidémies. Il faut qu'il y ait des capacités au niveau local. Il faut que le système puisse être conçu de telle sorte quand il y a une épidémie, dans les infrastructures pour le faire. Cela demande aussi la protection des travailleurs de santé, la prévention des infections de milieu de soins et le maintien des services de santé essentiels, comme on l'a dit. Donc, l'accès contre mesures, je disais tantôt, passe de la recherche et du développement. Si on n'a pas un mécanisme qui peut permettre de faire de la recherche et du développement pour les épidémies, on ne pourra jamais avoir accès aux maladies que j'ai présentées tout à l'heure. Si vous prenez, donc, qui sont prévalentes dans le fait. Nous sommes très en retard sur le développement de nouveaux outils. On va revenir tout à l'heure. Et la chaîne d'approvisionnement aussi, que ce soit au niveau national, international, les deux sont interconnectés. Il y a beaucoup de matières premières qui nous viennent de l'étranger. Il est important qu'on puisse se préparer, être à faire de l'approvisionnement, même en période de crise, et avoir développé des plateformes de manufacturing qui peuvent être mises à l'échelle quand il y a une épidémie. C'est avant la crise qu'on se prépare. Sinon, on n'est jamais prêt pour répondre. Au-delà de tout ça, il y a beaucoup d'aspects de gouvernance. Je disais que la santé, c'est un choix politique. Donc, sans financement délibéré, puis on ne peut pas parler de sécurité sanitaire. Et au niveau global, c'est tout un aspect de la diplomatie sanitaire mondiale. Aujourd'hui, les discussions sur les mécanismes de financement, que ce soit le Fonds mondial, que ce soit le Gavi, que ce soit le Pandemic, nos pays doivent avoir la représentation adéquate pour poser. Les discussions sur les traités sur le pandémie. Les discussions au cours de l'Assemblée mondiale de la santé. Malheureusement, on voit très souvent des ministres qui ne sont pas bien préparés pour aller à l'Assemblée mondiale de la santé. Ils viennent lire des discours préparés par leurs équipes. Ils disent dans mon pays, on a fait A, B, C, D. Les Américains ils sont là à négocier des virgules parce que ça a des implications même sur l'industrie dans leur pays. Et avant de venir, ils ont déjà négocié quelle virgule il faut bouger, quelle virgule il faut ajouter, comment interpréter telle phrase. Et sur une seule phrase, il peut être des jours à discuter. On a des jours parce qu'ils sont bien préparés. Et c'est notre rôle à nous, scientifiques, de préparer nos ministres avant qu'ils n'aillent donc ces réunions internationales. Sinon, ils ne sont pas bien préparés. Ils vont être des consommateurs. Alors que les Européens ont déjà leur position. Les Américains, avec leurs alliés partout dans le monde, ils ont leur position. Donc, on vient consommer. Il faut que ça change si on veut que l'Afrique se positionne dans la sécurité sanitaire mondiale. Et pour ça, il faut qu'on ait des scientifiques sérieux qui font de la recherche et qui viennent conseiller donc, les politiques sur les décisions à prendre. Donc, encore une fois, on ne peut pas parler de sécurité sanitaire mondiale si au niveau local, national et régional, nous n'avons pas de mécanismes. Ici, sur la coordination, je n'ai pas commenté un aspect important sur tout ce qui est Health Emergency Workforce. Quelles sont nos capacités en termes de ressources humaines
Donc, pour pouvoir détecter, pour pouvoir prévenir et répondre à ces épidémies, ça demande beaucoup de spécialités et de capacités. Rien que vous regardez l'écosystème de l'insuffisance de Dakar ici. Combien de spécialistes et de spécialités nous avons? Et tout ça, c'est dans le cadre de Health Emergency Workforce. Donc, sur cette slide, je résume un peu ce qui est attendu que de Health Emergency Workforce, que ce soit au niveau régional ou global. Mais en parlant de l'Afrique, nous avons besoin de ça au niveau régional. Mais il faut que ces capacités existent au niveau national. Sinon, nous ne pourrons jamais rassembler une force régionale efficace qui peut avoir la vitesse nécessaire pour aller détecter, investiguer et répondre aux épidémies. Nous avons besoin de confiance mutuelle entre les pays et confiance au niveau régional, mais aussi confiance au niveau global. Et utiliser encore une fois les évidences pour prendre les décisions, les faits scientifiques. Pas discuter de pandémie sans avoir les évidences. Et malheureusement, discussion de comment ça se passe au niveau mondial, quand on discute du traité sur les pandémies, c'est les diplomates qui sont basés à Genève, c'est très politique. Donc vous imaginez, il y a un scientifique dedans. Ensuite, les diplomates, vous avez les ministres qui viennent discuter, parce que c'est les ministres qui sont les membres de l'Assemblée mondiale. Donc, si derrière, on n'a pas ce backup des scientifiques, on se réveille aujourd'hui, on regarde un traité sur les pandémies, qui n'aura aucun sens pour les scientifiques. Et c'est eux qui doivent mettre en œuvre. C'est pourquoi nous devons être beaucoup plus pro. Et une force comme ça doit être une force, comment on dit, predictable en français encore. Predictable, non. On peut anticiper les capacités de déploiement et d'efficacité de ça. Donc, prévisible. On sait exactement à quoi on peut s'attendre. Il faut que ce soit suffisamment flexible pour être mis à l'aise en fonction des crises, donc qu'on ait une appropriation efficace des pays. Ça demande beaucoup de coordination à tous les niveaux, beaucoup de renforcement de capacités. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons CARE aujourd'hui, le renforcement de capacités. Nous avons le Workforce Development et c'est indispensable. Sinon, tout ce qu'on peut dire ne peut être que des slogans. On peut parler de souveraineté, on peut parler de... Mais si on n'a pas un investissement sur les capacités, ce sera qu'un slogan. Donc, le network en réseau, c'est extrêmement important. Et partage de ressources, je pense que ce que nous faisons avec le système de surveillance, avec nos laboratoires qui vont dans plusieurs pays pour travailler avec. Encore une fois, les procédures et les protocoles doivent être clairs. Et les pays doivent être dans le système interopérable. Quand on dit que c'est une genre de grade 1, grade 2, grade 3, tout le monde sait à quoi. Donc, on fait allusion. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans la réforme des urgences de l'OMS, le système que nous avons mis en place, quand on dit grade 1, grade 2, grade 3, c'est clair. Nous avons développé des SOP, des procédures spéciales pour les urgences. On ne peut pas attendre qu'il y ait une urgence, par exemple, pour aller rechercher les ressources. Nous avons développé un fonds de contingence pour les urgences. Avec ce fonds de contingence, dès que l'urgence est classifiée grade 1, grade 2 ou 3, à l'intervalle de quelques minutes par email, bloquer les financements, parce que les fonds sont déjà là. Les gens peuvent voyager dans la journée et investir une épidémie, et c'est comme ça. Mais quand on attend d'avoir une épidémie confirmée, commencer à écrire des plans, aller chercher de l'argent, on ne va jamais y arriver. Il faut qu'il y ait des fonds de contingence prédisposés. Et on commence toujours la réponse avec ces fonds de contingence. Donc, un système va nous permettre d'avoir non seulement les capacités de leadership au niveau des pays en termes de coordination, parce que c'est important, dans une situation d'urgence complexe, on a beaucoup d'acteurs, et ces leaders doivent être interconnectés entre les pays en Afrique et dans le monde, et nous devons avoir des plateformes régionales robustes en Afrique de l'Ouest pour pouvoir faire face à la situation. Donc ça, je vais y aller. Je résume un peu le concept de workforce. Maintenant, ce qui est intéressant, les slides que j'ai empruntés à mon ancienne équipe, Anna Maria. L'équipe réfléchit sur les critères de pandémie.
Et c'est l'équipe R&D, bien entendu. C'est pourquoi toutes les slides sont sur le R&D. Il est important qu'on ait des capacités de recherche et développement. Avec l'épidémie de la vallée du Rift, nous avons très rapidement travaillé sur des protocoles avec des partenaires, avec nos équipes, avec le ministère de la Santé, pour faire recherche clinique sur le vaccin. C'est important. On a un vaccin pour la santé animale, deux vaccins, mais on n'a pas de vaccin pour la santé humaine. Extrêmement important. Nous devons créer donc ce réseau de recherche et de développement en Afrique. Parce si on n'est pas en mesure de régler ce problème, on ne pourra jamais pouvoir poser au niveau global. Et il faut que les pays aussi qui ont plus de ressources comprennent que l'investissement dans la sécurité sanitaire pour la recherche et le développement sera gagnant-gagnant. Parce qu'en réalité, quand ces épidémies dépassent notre capacité, on a tout de suite donc, des problèmes mondiaux. Et en parlant de ces traités aussi, quand c'est les diplomates et les politiques qui se retrouvent, ils ont tendance à penser que la prochaine crise sera comme COVID-19. Ils vont toujours essayer d'appliquer les mêmes méthodes. Mais c'est l'innovation qui va faire la différence. Aller à la frontière de la recherche, l'innovation, essayer d'anticiper. Donc, ce qui devra être fait, c'est qu'on est en face d'un virus inconnu. Parce qu'il n'est pas dit que c'est un virus connu qui sera responsable de la prochaine pandémie. Les choses sont exactement comme telles. Si on n'anticipe pas sur des plateformes d'innovation, de recherche, nous serons toujours ceux. Et c'est pour ça qu'il est important donc, de pouvoir prioriser sur la base de familles de pathogènes, pas seulement sur un virus. Si nous mettons tous nos efforts aujourd'hui sur la fièvre de la vallée du Rift, on oublie toutes les autres traboviroses. Demain, on sera surpris. Donc, il faut travailler sur les familles de pathogènes prioritaires et travailler sur des plateformes qui peuvent être adaptées quand on sera face à un virus X, un virus inconnu. Et c'est ça donc, l'importance de la recherche et développement et développement de toutes ces plateformes. Donc, et ce schéma que vous voyez ici, en résumé, je vais inviter tout à l'heure Marie, Angélique et Chertiane à faire une contribution sur la recherche et le développement, parce que c'est un aspect crucial de la sécurité sanitaire. Et sur cette slide, je voulais juste montrer une chose. C'est un article qui est lié aux essais cliniques pour le vaccin Ebola qui a conduit à la validation de ce vaccin par l'OMS et par le monde entier. Et c'est des essais cliniques qui se sont déroulés en zone de guerre avec plus de 300 000 personnes qui étaient des comptes à vacciner. Et vous voyez ici des noms, Abdourahmane Diallo et Hassan Touré. Ce sont des jeunes qui ont recruté en Guinée en 2014. Ils sortaient d'université. Aujourd'hui, ils sont les principaux investigateurs sur toutes les recherches cliniques sur les épidémies, que ce soit Marburg en Ouganda, au Rwanda, que ce soit Ebola au Congo, que ce soit COVID-19. Ils sont les principaux investigateurs. C'est des jeunes, pour vous dire qu'on peut renforcer les capacités. Ça fait juste 10 ans qu'on les a recrutés. Aujourd'hui, Dr Mayra Ozil, je voulais inviter, mais qui est en voyage malheureusement, qui est la directrice régionale de la santé d'urgence. Je l'ai occupée il y a 10 ans. Je l'ai recrutée il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est elle la directrice. Pour vous dire qu'on peut construire des capacités, on peut coacher les gens et les encadrer. Et ces jeunes-là, l'université, Ozil en 2022, pour le programme de Harvard Leadership, Global Health, Human Leadership Global Health. Sur plus de 2000 candidats, il faisait partie des 3 qui ont été sélectionnés. Parce que son parcours était solide, sa formation était solide. Aujourd'hui, elle est la directrice régionale. C'est une haïtienne de surveillance en Afrique. C'est juste pour vous dire, pour les plus jeunes, tout est possible. Il faut y croire. Le minimum requis, c'est bien sûr les connaissances et les compétences. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Il faut avoir le courage. Le plus important, c'est le courage. Si vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez rien faire. Construire la confiance en soi, parce qu'il y a beaucoup de défis. Il n'y a pas de chemin rectiligne dans la vie. Vous avez tout le temps des défis. Mais ayez le courage
d'essayer de faire les bonnes choses. Ayez le courage de ne pas réussir. Ayez le courage d'essayer encore. Ayez le courage d'accepter d'avoir tort si vous n'avez pas raison. Parce que des fois, quand on a le courage et l'engagement, la compassion pour faire de la santé. Et à ce stade, éviter donc, pareil, ensuite, commentaires sur ces aspects de recherche et de développement et les contre-mesures médicales et cher Pougan aussi qui est connecté en ligne. Merci. Merci Agi. Bonjour tout le monde, je suis Dr Marie-Angélique Sen, je dirige le VERS, le Centre de recherche et développement de vaccins à Pasteur. Donc je vais essayer de passer rapidement sur certains des points que l'AG a mentionnés, surtout 3 différents points. Je pense que le plus important, c'est le fait qu'on gère une triple burden of disease. Ce n'est pas juste les maladies infectieuses, ce n'est pas juste les NCDs, on a aussi les urgences et on le voit. Là, j'ai mentionné que, par exemple, durant Covid, on a dû arrêter les vaccinations pour la rougeole. Les frontières étaient fermées. Le vaccin est produit généralement en Inde, donc il n'y avait plus d'accès. Il y avait des épidémies ici en Afrique. Des dizaines, trentaines de millions d'enfants sont morts. Du coup, on a dû investir dans des capacités pour pouvoir avoir ces vaccins-là ici au Sénégal, qui sert aussi en Afrique. Mais l'aspect de dichotomie qu'on veut nous imposer en Afrique n'est pas raisonnable. On nous dit qu'il faut se concentrer sur les maladies tropicales, les maladies infectieuses. C'est ce qui vous fatigue. Mais ce n'est pas le cas. La comorbidité n'est pas au fait une exception. Ce n'est pas quelque chose d'isolé. C'est la règle en Afrique. Tuberculose et diabète, ça ne marche pas. HIV, maladie cardiovasculaire, ça ne passe pas, et j'en passe. Donc, on est obligé de casser ces silos-là et de se concentrer sur des plateformes qui peuvent intégrer le tout. Donc, stratégiquement, on se dit, OK, c'est bon pour vous, on part sur des plateformes pour les maladies infectieuses, mais derrière, notre plan, c'est de les déployer pour les maladies non transmissibles. Là, si je vous résume rapidement ce qu'on fait au VRC, on a des plateformes qui sont à base cellulaire. Tout à l'heure, sur le dernier article montré, vous avez vu RVSV, c'est une plateforme de vecteurs viraux qui peut être utilisée au fait pour réduire le niveau de biosécurité de certains pathogènes et travailler sur des pathogènes généraux. Là, vous avez vu l'exemple de Ebola. Le vaccin Ebola qui existe présentement, ça utilise ça. On l'utilise aussi pour HIV, Lassa, Marburg, et on développe ces vecteurs-là au niveau du VRC. D'autres aspects aussi sont l'ARN messager. Ça a été développé en premier pour l'oncologie, le cancer. Là, on l'a utilisé pour Covid, c'était un boom. On a pu profiter de cette plateforme-là, mais notre stratégie, c'est de l'intégrer justement pour les maladies non transmissibles, que ce soit le cancer, que ce soit les maladies immunosuppresseurs, les maladies génétiques comme la drépanocytose qui nous touche beaucoup en Afrique. Mais il y a aussi une crise qu'on ne considère pas souvent, c'est l'effet humain. Les scientifiques, on est trop curieux. Parfois, on va trop loin, que ce soit sur les pathogènes qu'on teste, les modifications qu'on fait. Pour moi, un bio-ingénieur, me donner un biomarqueur qui définit une population, me donner un biomarqueur qui définit une population, je suis en mesure, comme mes autres collègues, de créer un virus qui vise cette population basé sur ce biomarqueur. Donc là, on parle de bioterrorisme. On a des initiatives qui sont géniales, que ce soit le Sentinome, qui se passe en ce moment à l'UQID. C'est bien, mais il faut savoir protéger ça, parce qu'une fois qu'on est au niveau des populations, là, on met aussi nos populations à risque. Si quelqu'un décide, OK, je vais viser les poulets, je vais viser les céréales, ou je vais viser juste les Africains en général, on peut trouver des biomarqueurs dans ce cas. Et encore pire, avec l'IA, maintenant, c'est à un autre niveau. Là, à Stanford, ils ont créé, en fait, des phages artificielles, juste avec leurs ordinateurs. Ils ont testé et ils ont créé de nouveaux phages qui n'existent pas dans la nature. Donc, c'est un autre niveau de threats. Ce qu'on fait à notre échelle, c'est vraiment, on investit aussi sur l'IA, mais dans l'autre sens, pour pouvoir contrer ces innovations-là et pouvoir détecter. Notamment à travers la fièvre de la vallée du Rift, on était en mesure en quelques semaines de développer un outil de diagnostic en collaboration avec Diatropis qu'on va essayer de déployer au fur et à mesure, en commençant par les animaux, qui permet en fait d'être beaucoup plus efficace que les anticorps monoclonaux. Ça coûte moins cher
c'est plus petit et c'est beaucoup plus sensible et c'est adaptable au niveau in silico. Donc, ce type de technologie-là, pour dire à quel point c'est important, déjà, c'est la première fois qu'on fait ça au monde, des maladies infectieuses, mais le fait que la raison pour laquelle c'est important, on est approché par des pays en Europe, etc., qui ont vu ce qui se passe à Stanford et qui nous disent pour l'instant, il n'y a que vous qui avez une plateforme qui peut contrer ça. Donc, ces types d'investissements-là sont extrêmement importants pour la prévention et la détection. Et surtout, là, j'ai mentionné l'aspect de développement d'expertise qui reste sur le continent. Notre mission, c'est vraiment se concentrer non seulement pour régler des crises. On a des crises sanitaires, on fait le maximum pour déployer nos outils. Et de fur et à mesure, le Sénégal fait partie maintenant du cercle restreint des pays qui sont en mesure de déployer des innovations qui ne sont plus à l'échelle juste de recherche R&D, mais qui sont déjà à l'échelle avancée où on parle de déploiement sur animaux ou sur humains. Mais il y a aussi cet aspect de vraiment garantir qu'on crée une expertise qui reste sur le continent en formant des jeunes, en les mettant en avant et en faisant en sorte qu'ils soient capables de répondre aux besoins de leur population. Je dis ça que en Afrique, on a des personnes très intelligentes, mais c'est eux qui connaissent leurs problèmes, les problèmes de leur population, de leur communauté. On a juste à leur donner les outils, leur donner la plateforme pour leur ouvrir ce potentiel-là et ils feront le travail. Ça, je n'en doute pas. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant. Et je vais passer le relais à Yann pour nous parler du travail exceptionnel qu'ils font à Diatrix. D'ailleurs, on collabore avec eux dans certains domaines. Et nos collaborations, une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que, OK, on parle d'expertise en Afrique, mais on arrive à avoir des partenaires, que ça passe de Seattle à Johannesburg, mais en passant par nos besoins locaux ou bien nos joyaux nationaux qu'on a comme Diatrix ou Madeba. Merci beaucoup. Bonjour, donc moi c'est Cher Tidiane Diagne, je suis le responsable de la plateforme Diatropics. Merci beaucoup Marie-Angélique pour cette belle introduction et merci également à l'AG d'avoir bien posé le contexte par rapport au diagnostic. Je commencerai par dire que le diagnostic en fait est la première cascade dont on a besoin sur la prise en charge, dans la prise en charge médicale, et on en a besoin pour le contrôle et la prévention des maladies. L'absence de prévention durant l'épidémie d'Ebola en Guinée, au Sierra Leone et au Libéria en 2014 a été estimée à une perte de plus de entre 30 et 50 milliards de dollars, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à détecter ces maladies à temps. Et pour contextualiser cette perte en fait en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, en 2014 également, on a eu une épidémie d'hépatite E à Kédougou, au sud-est du Sénégal. Donc, cette épidémie a été gérée donc, par l'Institut Pasteur de Dakar, notamment le pôle de virologie, mais parce que cette maladie était mal connue et qu'elle donne des symptômes qui sont des symptômes de jaunisse, qui sont similaires aux symptômes des hépatites, mais également de la fièvre jaune, on n'a pas su la détecter à temps. Et cela nous a coûté la mort de 9 femmes enceintes, parce qu'on sait que c'est une maladie très dangereuse pour les femmes enceintes, notamment dans le dernier tiers de leur grossesse. Et si on fait un petit zoom out du diagnostic, du besoin en Afrique, donc là, je l'ai bien expliqué, il y a un déficit majeur. Si on combine l'accès, en fait, la part de marché de l'Afrique et du Moyen-Orient en termes d'accès au diagnostic in vitro, cette part de marché ne représente que 2% de la part de marché globale. 2%. Et pourtant, en Afrique, on a une population de 1,6 milliard de personnes. Et le Moyen-Orient, c'est 0,5 milliard de personnes. Donc, en gros, on a 2 milliards de personnes qui ne représentent que 2% de la part de marché du diagnostic in vitro. Donc, ce gap, il est énorme. Et lorsqu'on regarde encore beaucoup plus loin, ce gap de diagnostic pour des maladies qui sont bien connues, notamment l'hypertension, il est estimé qu'il y a un gap de diagnostic de 61%. C'est-à-dire que 61% des personnes qui vivent avec l'hypertension ne sont pas diagnostiquées. Si on regarde, on va plus loin, on regarde le diabète, c'est 56%. HIV, c'est 46%. Donc, comment peut-on prendre en charge des personnes lorsqu'on n'arrive pas à vraiment diagnostiquer ce qui se passe? Et c'est exactement là qu'intervient Diatropics, parce qu'on se rend compte qu'il y a un gap dans le diagnostic. Et ce gap, souvent, il est dû au fait que les produits qui sont proposés, non seulement sont souvent trop chers, ou souvent inadaptés à l'utilisation. Donc, on a voulu développer des systèmes, des outils qui soient très simples à utiliser, déployables, mais également très peu complexes, parce que ne nécessitant pas des équipements.
Nous travaillons principalement sur la technologie qu'on appelle des tests rapides. Donc, il y a eu un premier modèle qui a été délivré durant le Covid, un test qui s'appelle SITE. Et en ce moment, on travaille sur plusieurs autres technologies. Notamment, on travaille sur la rougeole. Ce sera l'un des premiers tests rougeole existants au monde. On travaille également sur la fièvre jaune, un test antigénique qui n'existe pas encore dans le monde. On travaille également sur la dengue. On a un premier prototype qui a été déployé à Touba, qui a été évalué. On travaille sur Ebola et Marburg. Je pense que la leçon a été bien su durant l'épidémie d'Ebola, qu'il faut que les pays soient préparés. Marburg également, on travaille sur la méningite et surtout sur la drépanocytose. Donc là, j'ai l'habitude de dire que la drépanocytose, même si elle n'est pas dans la liste des maladies tropicales négligées, est une maladie tropicale négligée. Sa prévalence est beaucoup plus élevée en Afrique et pourtant, à ce jour, au Sénégal, il n'y a pas de programme de screening des nouveau-nés contre la drépanocytose. Et donc, il y a quelque chose à faire là-dedans. Marie-Angélique a bien expliqué, posé le contexte pour la fièvre de la vallée du Rift. Il y a une épidémie en ce moment qui sévit au nord du Sénégal, maintenant qui est un peu propagée dans plusieurs autres régions. Et on va collaborer avec VRC pour utiliser la plateforme d'intelligence artificielle pour développer des outils qui soient mieux adaptés, plus simples à utiliser et peu chers pour pouvoir les intégrer dans les dispositifs de tests rapides. Je tenais également à expliquer que Diatropix est une entité qui existe dans l'écosystème de l'Institut Pasteur. C'est une pièce qui manque dans le puzzle et que nous avons réussi à mettre en place. Aujourd'hui, pour faire de la recherche et développer de nouveaux produits, on s'appuie sur l'expertise. J'ai donné tout à l'heure l'exemple en fait du travail qu'on fait avec l'équipe de Marie-Angélique, mais également tout produit qui est développé au sein de Diatropix est supporté par les labos de recherche, par la biobanque. Un exemple très simple, donc là j'ai parlé tout à l'heure des maladies zoonotiques. On est sur pour le test dingue qui a été développé il y a donc quelques années, également le test fièvre jaune qui est en cours de développement. On travaille beaucoup avec l'équipe de l'entomologie. Ce sont des tests qui permettent de détecter des antigènes spécifiques, des antigènes viraux plutôt. Et lorsqu'on a déployé le test à Touba pour détecter donc, les infections aiguës chez les personnes infectées, on a également utilisé ce test pour voir si est-ce que les moustiques infectés par la dengue pouvaient être également détectés par le virus. Et donc ça a été le cas et ça fait l'objet d'une belle publication et on essaiera de refaire la même chose donc, pour la fièvre jaune. Donc, Diatropix, donc, pour terminer, a été co-créé avec plusieurs autres partenaires qui sont vraiment très actifs dans la santé publique, notamment l'Institut de recherche et de développement, la Fondation Mérieux et également FIND, la Foundation for Innovative New Diagnostics. On est également appuyé par plusieurs autres partenaires qui sont experts dans le développement des tests, notamment Biomérieux, Global Asset Diagnostics, Bionotan Corée du Sud et plein d'autres compagnies. Donc, voilà, donc juste pour dire que l'écosystème est là. Il faut juste qu'on puisse l'utiliser afin de pouvoir aller de l'avant et surtout éviter de retomber dans les pièges sur lesquels on est tombé durant les grosses épidémies passées. Voilà, je vais m'arrêter ici. S'il y a des questions sur Diatropix, je serai ravi de répondre. Merci. Merci à tous. Ce fut intéressant. Et on comprend ici par les mots du docteur Saucé que s'il n'y a pas de workforce, il n'y a pas des scientifiques qui sont préparés et qui savent anticiper sur les enjeux sanitaires mondiaux, c'est pas intéressant. Et donc, CARE est là pour ça. Et donc, il dit que tout est possible pour tous les jeunes, toutes les personnes, pour tous les scientifiques, si vous avez le courage d'essayer. Même si vous échouez, ce n'est pas grave. Réessayez encore jusqu'à ce que vous y arriviez, parce que notre force ici en Afrique, c'est vous, c'est nous tous. Merci beaucoup. Et donc, on va passer à la... Ah, merci. Donc là, on va passer à la séance des questions et réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez juste lever le bras ou la main et on va vous faire passer le micro baladeur. Ceux qui sont en ligne aussi, vous pouvez poser vos questions. All right. Il y a une question par ici. C'est bien. Est-ce qu'on peut faire passer le micro? Thank you very much. So my name is Innocent Peter. I'm a medical doctor and I work as a research scientist from Tanzania.
I have a couple of questions, but I think I'll summarize them to. So the first question was, I saw on the map when you were talking about the risk of different epidemics in different countries. I saw that there were two countries which were not represented. That was Rwanda and Burundi. So the question basically is, the risk was indeterminable. So the question is the risk indeterminable because the countries did not produce the data? And so because this talks about accountability of different countries, because if we are going to deal with epidemics, we need at least all countries to be able to harmonize our interventions. So if certain countries are not working properly, so we need to strategize on how basically can we put all countries together. And also the second question would be, we're talking about global health security, but I think it's very important to talk about political instability as well, because I think global health security in Africa is political instability is one of the things that threatens it a lot. So what are some strategies that we can also make sure that as much as we're advancing our global health strategies in Africa, how can we also ensure that political stability does not threaten what we are building in future terms? Because I mean, we talk about migrations and all that, which are caused by political instability, and these are the huge causes of migration, huge causes of outbreaks in Africa. And the last question would be, do you see any role of precision, basically not only medicine, but precision or personalized interventions in ways we are dealing with these outbreaks, and considering that Africa, we are very diverse in terms of our culture, economies, and how our genome, so this whole affects our pathogenicity, transmissibility of diseases, our response to treatment, and even culturally, how do we in the prevention of these diseases? Yes, thank you. The maps I presented on joint external evaluation score are only for West and Central Africa. So all the East and Southern Africa was not there. I had maps covering, all countries in Africa, but they are a bit old, like 3-4 years back. So I needed something new. We just produced yesterday. The maps I showed you produced yesterday, just to show you where we are in terms of capacity for outbreak prevention, detection, and response. And you are absolutely right when you talk about political instability. This is why I talked about the 300 million people in humanitarian crisis. Humanitarian crises are due to political instability. I talked about Gaza and Ukraine, and if you look at Africa, you take the Sahel, you take the Horn of Africa, the important part of Ethiopia is a humanitarian crisis because of political reasons. So without political stability, you cannot have any strong health system. You cannot ensure health security because most of the diseases are happening, during humanitarian crisis. If you look at the number of outbreaks you have in Congo, if you go to North Kivu, go to Butembo, go to Beni, you don't have health workers. Situation is desperate. They don't have access to basic health workers. Peut-être pour expliquer en français l'aspect de langage de l'instabilité politique. J'ai parlé tout à l'heure du Congo. Pourquoi l'épidémie d'Ebola a été compliquée au Kivu? Une zone qui est très riche en minerais, mais qui est sous instabilité politique depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans, et avec une centaine de groupes armés. Et la première fois que nous sommes partis dans une ville qui est appelée Butembo, déjà pour connaître le nombre de formations sanitaires, le nombre de structures de santé dans cette ville, c'était impossible. Nous avons commencé à la recenser et nous avons, Ousmane, il était là-bas, et nous avons recensé plus de 300 formations sanitaires informelles, non enregistrées quelque part, et qu'ils appellent des formations sanitaires tradimodernes. Et un des problèmes qu'on avait vu dans ces zones de guerre, on était surpris de voir que les cas d'Ebola étaient plus nombreux chez les enfants et les femmes. Donc, quand on a visité ces formations tradimodernes, on s'est rendu compte qu'ils mettent tous les enfants dans une salle avec un pot, ils boivent à tour de rôle les médicaments.
Donc, vous imaginez la transmission nosocomiale. Et dans cette zone de guerre, il fallait organiser la vaccination contre Ebola. Vous imaginez, nous avons perdu des gens. Nous avons eu des gens qui ont été tués durant cette épidémie. À Butembo, le docteur Richard, un de nos épidémiologistes qui était du Cameroun, il a été tué dans l'hôpital où il était en réunion. Nous avons eu d'autres qui ont été attaqués là où ils logeaient. Et malgré ça, ils n'ont pas arrêté. Et le jour où nous avons réussi à vacciner le chef des rebelles de Kalunguta, je savais qu'on était proche de la fin. Et ça, on l'a fait avec tous les risques. Mais les crises politiques, c'est un énorme problème en Afrique et partout dans le monde. Dans la crise des Rohingyas ailleurs, en Afghanistan. Et c'est ces situations qu'on devait affronter tous les jours dans ces fonctions donc, des urgences dans le monde. Et dans la dernière question, peut-être en termes de sites de précision, si Marie-Angélique peut dire un mot, tu as suivi sa dernière question. Ah bon? Can you repeat your last question about precision medicine? Yeah. So, yeah, these are the determinants, in fact. Dans toutes les épidémies, il faut analyser les déterminants. Bien entendu, il y a les déterminants biologiques qui font que cette épidémie est comme ça. Et en parlant encore de la fièvre de la vallée du Rift, je pense que nos équipes ont publié partout que la souche qui circule actuellement au Sénégal, c'est une souche H qui était plus en Afrique australe. Mais du fait, bien entendu, du trafic des animaux, le commerce international, les gens qui sont tous dans l'agro-business maintenant, qui amènent des animaux d'Afrique australe sans savoir même qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc aujourd'hui, le virus circule un peu partout. Nous avons les déterminants socio-économiques qui sont liés au niveau d'éducation, le niveau de revenus, etc., les comportements et habitudes de vie des populations. C'est extrêmement important. Et c'est pourquoi, donc, sur les 5, c'est l'engagement communautaire, l'appropriation par la communauté est essentielle. Et en parlant d'engagement communautaire, ce n'est pas du copier-coller. You cannot just copy and paste. Parler encore de Butembo. La première fois que je suis parti à Butembo pour rencontrer les leaders communautaires, je m'attendais à rencontrer les vieux, les trucs. J'y vais avec Marie-Rosine encore, et c'est des jeunes armés qui sont sortis, c'est les leaders communautaires. Vous imaginez? Vous allez dans un village, vous voulez rencontrer les leaders communautaires, c'est des jeunes en Kalachnikov qui sont les leaders communautaires. Donc, je parle pendant 5 minutes, je ne peux pas avoir d'expression sur le visage pour savoir s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord. Quand j'ai fini de parler, il me dit, ici, on ne fait confiance à personne. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, qui ont parlé, qui ont promis des choses et qui ne sont jamais revenus. Et quand je leur disais que les gens viennent d'Ebola parce qu'ils ne viennent pas tôt au centre de traitement, ils disaient non, on tue les gens au centre de traitement. Et ils m'ont posé un défi. Ils me disent, OK, maintenant si quelqu'un est malade, on va venir tôt. Mais si la personne meurt, vous serez responsable. J'ai dit d'accord. Donc j'ai pris ce risque en zone de guerre. Heureusement, les personnes qu'ils ont envoyées ont survécu. Donc, donc tout est contexte spécifique. Vous ne pouvez pas appliquer les mêmes méthodes donc, partout pour dire c'est une épidémie, c'est comme ça qu'on doit faire, etc. Je me rappelle encore quand j'étais jeune médecin ici, épidémie de choléra à Nyanda, dans le village de Fouta. Donc je viens comme d'habitude, je traite tous les points d'eau, les puits, etc. Et l'épidémie continue. Il m'a fallu rester dans le village, à faire le tour du village, circuler, pour voir qu'il y avait une bonne frange de la population qui ne voulait pas l'eau potable. Préfère aller boire l'eau du fleuve. Parce que pour l'eau potable n'a pas de goût. Donc, si on applique les méthodes classiques, on traite toutes les sources d'eau, mais on ne peut pas traiter le fleuve. Donc, il va falloir parler avec ces gens-là, les amener à ne pas boire l'eau du fleuve pendant une période.
Donc, il n'y a pas de copier-coller dans les épidémies. C'est contexte spécifique. Il faut comprendre tous les déterminants. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une question en ligne. Oui. On va prendre une question en ligne. Allez-y. Très Bonjour, bien. On va DRS. juste prendre une question en ligne et on revient à vous. Merci. C'est bon. DRS. Bonjour, DRS. Je suis Moussa Dieng, engagé dans le pôle épidémiologique à l'Institut Pasteur de Dakar. Ce que je retiens avec force, c'est votre appel au courage. Ce mot m'habite au quotidien dans mon engagement au sein de l'Institut. Ma question en ce qui me concerne, DRS, vous avez insisté sur la nécessité de repositionner l'Afrique dans l'architecture mondiale de la sécurité sanitaire. En tant que professionnel de terrain engagé dans la collecte et la gestion des données sanitaires, quelle stratégie concrète recommanderiez-vous pour mieux intégrer les jeunes techniciens africains dans cette nouvelle dynamique internationale? Merci beaucoup. Merci, Moussa. Je le disais tantôt, sans données fiables, on ne peut rien faire. Tout est evidence-based en santé publique et en santé. Sans données épidémiologiques, sans données scientifiques fiables, on ne peut pas avoir des programmes cohérents. Et en parlant de positionner l'Afrique, c'est encore une question d'engagement. Quand je quittais le Sénégal pour aller à l'OMS, j'avais décidé de partir pour 1 année seulement. Je n'avais pas envie de travailler à l'étranger. J'étais assistant à l'université ici, j'étais dans l'armée. Et quand j'ai commencé à voyager dans les pays, je me suis rendu compte que au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, en Afrique du Sud, quand on appelle le programme national de lutte contre le paludisme, c'est les Européens qui viennent présenter, c'est les Anglais de la London School, c'est de tout. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Quand on regarde donc tous les programmes, c'est des gens de l'UNICEF, de l'OMS, qui viennent de Genève, qui viennent de New York. J'ai commencé à faire le tour des pays. Je me suis dit, non, 1 année, ce n'est pas suffisant. Je rajoute une autre année, je vais rester encore. Et j'ai commencé à aller à faire le tour des pays, à travailler, à introduire la notion d'Evidence-Based Strategic Planning for Impact, à changer la manière de faire en utilisant les données encore une fois, Moussa, pour montrer aux gens que dans la lutte contre le paludisme aussi, ce n'est pas du copier-coller. Il faut comprendre l'épidémiologie locale et les données au niveau population, pas seulement les données des formations sanitaires. Et ça nous a pris 8 ans avec Kemri au Kenya pour faire donc une étude qu'on a publiée au Lancet sur le changement de risque du paludisme en Afrique, comment il faut adapter la lutte. Et donc, sans données, on peut rien faire. Si on va donc dans les rendez-vous mondiaux et sans avoir des données spécifiques de l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table? Toutes les stratégies seront basées sur les réalités des pays développés. Et ce qui s'est passé, donc les standards pour la nutrition, les mesures en médecine, les mesures, tout était basé sur des études dans les pays développés. On vient nous dire que c'est ça les standards. Et c'est pour ça que le travail que vous faites sur les données est extrêmement important. Et nous devons l'utiliser, non seulement pour conseiller nos décideurs politiques, mais aussi dans les rendez-vous donc scientifiques, qu'on puisse donner notre avis de façon solide et autoritative, comme on dit en anglais. Merci. On va poser une autre question. Oui, il y avait quelqu'un ici. Après, on vient à vous. On va juste s'assurer de poser une question à la fois pour permettre à plus nombre de personnes de poser d'autres questions. Let's go. Bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité de partager ces belles expériences. Et merci aussi au docteur Marie-Angélique et docteur Chatidjian de la belle contribution. Bon, j'avais 2 questions pour monsieur docteur Fall et pour docteur Angélique et docteur Chatidjian. Comment vous appelez? Sohna Dieng, excusez-moi, je suis biostatisticienne à l'Institut Pasteur de Dakar. Alors, ma première question concerne les simulations. Vous avez parlé de simulations que vous avez fait au Mali sur l'Ebola et je voulais savoir, en fait, en pratique, comment ces simulations sont faites pour avoir une idée. Et s'il vous plaît, la deuxième question, c'est plus sur l'IA, parce que Dr. Angélique Sen et Dr. Chatidjian ont parlé de l'IA dans le cadre de leurs activités et en tant que biostatisticienne, medical data scientist, je suis vraiment intéressée par savoir
Plus concrètement, comment vous utilisez IA dans le cadre de vos activités? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les exercices de simulation, c'est intéressant. C'est une approche intéressante. Bien sûr, ça se fait dans beaucoup de secteurs. Je parlais des stress tests dans les banques lors des crises économiques. Ils travaillent sur plusieurs scénarios pour voir si la banque est prête ou résiliente pour réagir à ces situations. C'est le même principe. Et quand on regarde aussi dans l'armée, ce qu'on appelle les manœuvres militaires, c'est des exercices de simulation où on fait un scénario sur les types d'attaques qu'on peut avoir, etc. Et les exercices de simulation nous permettent aussi de passer au stade de preparedness, au stade de readiness. Le mot readiness, ça n'existe pas en anglais, mais on se prépare pour être prêt. Mais qu'est-ce qui peut nous montrer qu'on est prêt? Et je donne toujours l'exemple du saut en parachutiste. Pendant des mois, on s'entraîne, on entre dans des maquettes, on simule, mais le jour où on rentre dans l'avion pour sauter, on se rend compte qu'il y en a qui ne sont pas prêts. Pourtant, ils étaient bien préparés. J'ai un exemple au Mali aussi, on a préparé des cliniciens à la prise en charge d'Ebola. Tous les jours, ils paradaient avec leurs équipements de protection dans le centre de traitement. Quand on a eu le premier cas d'Ebola, il y en a qui ont refusé d'entrer. Ils étaient préparés, mais ils n'étaient pas prêts. Mais l'esprit des exercices de simulation, il y a plusieurs formes. Des fois, ça peut être des exercices de tabletop. On est en réunion, on discute, on pose des questions, comment, etc. C'est des exercices. Et ça peut être des vrais exercices donc, sur la base aussi de scénarios. Et on voit comment le système va réagir. Et encore une fois, tant qu'on n'a pas le vrai cas, on ne peut pas savoir si on est prêt, je vous assure. Si on a le vrai cas, là, on sera. Tous ceux qui chantaient le plus fort la préparation des sauts de parachutistes, ils étaient dans l'avion, ils tremblaient, ils ne pouvaient plus tenir debout. Donc, il faut vraiment être exposé. C'est pourquoi aussi je dis à mes amis enseignants, on ne peut pas être épidémiologiste entre quatre murs. Vous venez de dire, je suis professeur d'épidémiologie, mais vous n'avez jamais été déployé pour voir si votre science, elle est réelle. C'est pourquoi il faut toujours allier la théorie à la pratique. Et ce qui a permis à tous ces jeunes-là que nous avons recrutés à juste 10 ans de publier dans les revues les plus cotées dans le monde. Parce qu'ils ont allié la science et la pratique sur le terrain. Et c'est extrêmement important, donc, de s'entraîner, mais aussi d'être exposé. Il faut accepter d'être exposé, des fois être dans les conditions les plus précaires. Dormir sur des civières. Donc, être sous la pluie la nuit. C'est ces situations-là qui peuvent vraiment nous mettre en situation réelle. Ce n'est pas juste être à Dakar ici, naître dans une clinique, grandir à Dakar et puis s'asseoir à l'insupasseur pour dire qu'on est épidémiologiste. Il faut aller sur le terrain, dormir dans les villages, dormir sous les tentes. Et c'est ça aussi, donc, la sécurité sanitaire. Mario. Merci, Agé. En fait, juste pour revenir pour ça, bon, nous, on ne se dort pas sous des tentes ou autres, mais même dans nos équipes VRC, quand ils démarrent, je me souviens, le premier groupe qui est arrivé, ils sont arrivés en octobre. Même pas 2 semaines après, on les a envoyés aux Pays-Bas pour qu'ils découvrent le process MR. C'était une première pour eux tous. Généralement, je les jette et je dis, vas-y, essaye, je suis là en cas de backup. Mais après, c'est un bon effet parce qu'ils deviennent excellents. Aujourd'hui, quand ils parlent de leur travail, ce sont vraiment des experts et ils sont vraiment bien vus, bien regardés au niveau international. Donc, c'est une méthode qui marche très bien. Pour la question IA, tout à l'heure, on parlait de vraiment, il y a un gros gap entre l'Afrique et les pays plus développés. Ils sont dans l'industrie pharma depuis Mathusalem. Donc là, il faut vraiment qu'on rattrape et on rattrape à travers ces innovations qui nous permettent de leapfrog, c'est-à-dire de vraiment combler ce gap-là. Ce qu'on fait spécifiquement au VRC, on touche à l'IA sur différents niveaux, mais je vais me concentrer sur la partie vraiment découverte et design de vaccins. Ce qu'on fait, c'est que, Shartidan l'a mentionné tout à l'heure, on a un écosystème impressionnant à travers le réseau 4S, à travers le travail qui est fait par les départements d'épidémie, de viraux, etc. Et donc, il y a une biobanque qui est extrêmement riche, qui permet d'avoir une information sur les épitopes conservés, sur les différences entre les échantillons humains, animaux, environnementaux, etc. À travers ça, en fait, on a beaucoup d'informations sur le type de design qu'on peut faire. Avec l'IA, bon, ça va beaucoup plus vite avec le deep learning, les machine learning et tout ça. Donc, en fait, on peut processer cette information à une vitesse impressionnante et sortir les éléments clés dont on a besoin. On a besoin d'épitopes conservés. Comme ça, on peut viser des zones du virus qui ne se modifient pas trop
en fonction des variations, etc., et des mutations. Et aussi, on a besoin d'une capacité à, après avoir identifié ces épitopes, avant, on utilisait plutôt la version nature, c'est-à-dire les anticorps monoclonaux, ils sont là depuis un moment, c'est normal, ça marche, etc. Mais c'est tout le temps essayer de voir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui ne marche pas très bien dans les anticorps monoclonaux. Il y a un problème de sensibilité. Comment on peut réduire ça? Créer des corps plus petits, comme les mini-binders, qui sont 20 à 40 fois plus petits que les anticorps monoclonaux. Ça augmente la sensibilité, ça réduit les risques de false négatives et c'est plus facile à produire. Maintenant, on peut synthétiser. Vous pouvez créer une séquence d'aminoacides, et on peut la synthétiser. C'est par ça, par exemple, qu'on passe pour les mini-binders en collaboration avec Diatropix. Pour le vaccin, c'est aussi ces zones conservées, les échantillons convalescents, quelles informations on peut avoir de la défense immunitaire naturelle de certaines personnes qui ont combattu la maladie de Rift, par exemple, sans pour autant qu'il y ait trop d'interventions médicales. Et ça nous donne une information, la nature, tout est dans la nature. C'est juste sortir cette information-là, creuser, parce que c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Avec l'IA, on peut y aller beaucoup plus vite. Mais on touche aussi à d'autres étapes, optimiser nos process, nous aider à plus scanner nos protocoles, nos informations qu'on a pour trouver ce qui se passe, parce que l'erreur est humaine. Et c'est juste pour nous permettre d'accélérer ce qu'on fait. Donc, juste pour donner un screenshot, mais on touche à beaucoup de choses. Je laisse à Cher Tidiane si vous rajoutez. Merci. Je suis en train de vous provoquer pour dire que vous êtes né dans des cliniques à Dakar. Moi-même, je suis né dans une clinique à Dakar, mais je ne suis pas resté à Dakar. L'armée ne m'a pas laissé le luxe de rester à Dakar. Et donc, c'est pourquoi le service militaire est intéressant. J'ai mon ancien ici, le professeur Elie Mansi. Quand j'ai soutenu ma thèse, je me voyais ici à Dakar en train d'opérer en chirurgie, en train de faire les choses. Je n'ai jamais choisi de faire la santé publique. J'arrive après ma thèse, et le médecin-chef des armées nous reçoit. C'est quelqu'un qui a été notre sous-directeur à l'école et tout ça. On a toujours eu des frictions, quoi. Parce que je me trouvais peut-être un peu têtu. Et je rentre dans son bureau et je me pose une question. Jeune homme, pourquoi vous êtes venu dans l'armée? Spontanément, je lui ai dit, pas, je pensais qu'il y avait la justice dans l'armée. Il m'a dit, ah bon, maintenant vous pensez qu'il n'y a pas la justice dans l'armée. Je lui ai dit, en tout cas, après plus de 7 ans à l'école militaire de santé, je n'en suis plus sûr. Alors c'était lui, mon commandant à l'école militaire de santé. Il me dit, vous pouvez disposer. Je suis sorti, je dis à mes camarades, je vais faire mes bagages pour la Casamance, parce que je sais que ça n'a pas raté. Et 2 semaines après, j'étais sur le bateau de l'antenne de combat, direction la Casamance. Mais le plus intéressant, c'est que j'étais sur le bateau avec un membre de mon jury de thèse, le professeur Ndoye, Mamadou Ndoye, qui était professeur de chirurgie pédiatrique. Quelques jours avant, il était là, jury de thèse, moi j'étais là en thèse. Et tous les deux, on était en train de combat sur le bateau pour aller en Casamance. Et je ne suis pas resté en ville, directement en brousse, hein, comme médecin de l'avant avec les troupes combattantes. Et pendant 6 mois, je dormais sur une... Et je suis resté pendant 2 ans. Et quand j'ai quitté, ma seule satisfaction était que dans ma vie, je ne ferais plus quelque chose de plus difficile et de plus risqué que ce que j'ai fait pendant 2 ans. Donc, il m'a rendu un gros service en me mettant dans des conditions extrêmes. Il fallait survivre, mais aussi sauver les gens et aussi les populations. Parce qu'il n'y avait plus de médecins ni d'infirmiers dans ces zones et il fallait tout faire avec tous les risques que ça voulait. En train de faire une consultation prénatale en postant des sentinelles à gauche, à droite, armées pour vous protéger. Donc, c'est ça la vie. Ce n'est pas un chemin rectiligne et simple, mais on apprend de toutes les situations. Une brève question concernant le Joint External Evaluation. Est-ce que les grands pays ont maintenant rejoint le peloton? Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils étaient réticents? Est-ce que c'est de l'arrogance, de l'ignorance, de la négligence? C'est une question intéressante. Donc, il y a plusieurs choses à la fois. Rappelez-vous que tous ces grands pays-là, ils ont beaucoup de programmes dans tout ce qui est bioterrorisme et autres. Ils n'ont pas envie déjà d'être transparents. Je vais vous dire, même durant la pandémie, on fait
on a 2 mois difficiles pour avoir accès à certaines données en pays, y compris les pays européens et les États-Unis. Hein. Souvent, on parle de la Chine qui ne partage pas ces données, mais ce n'est pas seulement la Chine. Et donc, ils ont besoin d'être indépendants et secretifs, comme on dit en anglais, de garder le secret. Ils n'ont pas envie qu'on voit leurs faiblesses aussi, leur vulnérabilité. Donc, c'est pourquoi on avait la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Donc, aujourd'hui, on a 127 pays. Les pays membres de l'OMS sont 194. Ça veut dire qu'il y a encore des pays qui résistent pour faire l'évaluation extrême des capacités. Parce que ce n'est pas une obligation. Selon le règlement sanitaire international, nous avons innové, nous avons introduit quelque chose de nouveau politiquement. Donc, c'était complètement difficile. Donc, vous imaginez, l'Assemblée mondiale de la santé, le représentant de la Russie qui parle, la Chine, l'Inde, hein, ça va dans tous les sens. Hein, et il faut avoir le courage d'oser proposer des choses. Il y a des pays qui ne seront jamais d'accord. Ils n'ont pas aussi envie des fois de partager même les informations sur les virus, etc. Donc, c'est très complexe. Et surtout, il y a toujours cette idée de bioterrorisme derrière. Parce qu'avant ça, il faut se rappeler que les États-Unis avaient créé un programme qu'on a appelé Global Health Security Agenda. Et il y a beaucoup d'aspects de bioterrorisme et comment lutter contre le bioterrorisme. Beaucoup de pays qui ont encore beaucoup de choses à cacher. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lager, donc Docteur Saucé. Donc, ma question très courte. C'est Inès de Scotia. Merci. Donc, dans votre discours et tout à l'heure dans votre intervention, vous avez parlé de preparedness and de readiness. Et le fait est de constater qu'on est toujours dans le preparedness. En Afrique et dans le monde même, on est toujours dans ces phases-là. Donc, comment accélérer après toutes vos riches phases à l'OMS sur le terrain? Comment on peut accéder ces phases, de passer rapidement de la phase de préparation à cette phase où un jour on pourra dire quand l'épidémie arrive, nous sommes prêts? Merci Inès. C'est encore cette histoire de cycle de panique et de négligence. Quand l'épidémie aussi ont un coût, il faut investir donc, dans l'intervalle entre des grosses épidémies. Souvent, les gens utilisaient le terme en temps de paix. Moi, je le disais tout le temps, en Afrique, il n'y a pas de temps de paix. Il y a des épidémies tout le temps. Donc, arrêtez de nous parler de temps de paix. Et il faut donc que notre discours en tant que scientifique puisse impacter au niveau politique, qui comprennent les risques qu'il y a quand il y a un problème de sécurité sanitaire sur le plan économique. Parce que le politique, il ne voit que l'économie, la prospérité. Mais il faut que notre discours puisse les toucher, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas aller loin sans la sécurité sanitaire. Et profiter des moments où on a des petites épidémies, comme on l'a eu avec la fièvre de la vallée du Rift, pour faire passer le message et les pousser à investir davantage. Moi, j'ai vu quand un Conseil national de sécurité, ils sont conscients du risque maintenant, parce qu'on a peur. J'ai participé au Conseil national de sécurité parce qu'il y avait la fièvre de la vallée du Rift et c'est présidé par le président de la République. Quand le ministre de la Santé a présenté son budget, c'est le ministre des Finances qui lui dit même non, ne sous-estimez pas le budget. On a vu ça avec Covid. Donc vous voyez, donc on a des gens qui sont maintenant sensibilisés sur le problème, mais il faut qu'on continue et qu'on ose donc présenter des programmes qui doivent financer et qui font partie des piliers de développement de ce pays. Parce qu'on ne peut pas se développer sans la santé, il faut que ça soit clair. Et si on attend qu'il y ait une crise pour encore investir, on va juste jouer les sapeurs-pompiers et les mauvais sapeurs-pompiers d'ailleurs. J'ai une question. Donc, selon le contexte actuel, c'est-à-dire la géopolitique, et sans oublier notre dépendance vis-à-vis des pays développés, quelle est notre marge de manœuvre de mettre en œuvre des stratégies politiques pour une souveraineté sanitaire moyennant une sécurité sanitaire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les big pharma et autres, ça ne serait pas une chose aisée. Donc, quelle serait notre marge de manœuvre histoire d'assouvir notre souveraineté sanitaire?
Merci. Question importante. La souveraineté sanitaire ne doit pas être juste un slogan. C'est très facile de parler de souveraineté sanitaire. Mais commençons par le B.A.B.A., le basic. Parce que la souveraineté sanitaire, ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous sommes ici. Si quelqu'un, à 2 heures du matin, à Diamniadio, saigne parce qu'elle a un ulcère, est-ce qu'on peut sauver cette personne? C'est ça le basic. Si quelqu'un aujourd'hui à Matam fait une crise cardiaque à 1 heure du matin, est-ce qu'on a les moyens de sauver cette personne? C'est ça d'abord notre devoir en tant que pays. Assurer qu'on a des soins de qualité accessibles partout dans ce pays-là. Avant de mener les grands combats, il faut d'abord gagner les petites batailles. Ça, c'est d'abord le basic. Ensuite, quand on parle de sécurité, de souveraineté sanitaire, ce n'est pas un isolement. Mais nous devons travailler avec des pays africains et des pays du monde pour nous assurer, par rapport aux risques auxquels nous faisons face, que nous avons un investissement nécessaire d'abord dans la recherche. Si on n'investit pas dans la recherche, on ne peut pas parler de souveraineté sanitaire. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est moins de 2% de la recherche qui se passe en Afrique dans le domaine biomédical. Donc, nous devons investir sur nos fonds propres, nos ressources propres, sur la recherche pour les problèmes de santé qui nous concernent, parce que nous ne pouvons pas utiliser des normes qui ont été testées ailleurs, tout simplement. Donc, investir pour aussi avoir les capacités, les ressources humaines. Parce que sans les ressources humaines, vous pouvez aller louer des Indiens, des Chinois, ils vont venir vous fabriquer des médicaments et vaccins. Mais est-ce que c'est ça la souveraineté? Non, beaucoup de pays qui parlent de production, c'est ce qu'ils font. Ensuite, donc, avoir cet investissement au niveau national, mais aussi au niveau régional, et avoir donc des politiques et accords qu'il faut sur le plan du marché africain, avec l'Union africaine, l'Agence africaine du médicament, pour que les médicaments qui sont produits et validés dans un pays puissent être commercialisés dans d'autres pays. Mais tout cela, ça coûte de l'argent et il faut avoir une feuille de route très claire et ce qu'il faut faire sur le plan politique, sur le plan technique. Vous avez vu tout ce qui est recherche et développement avec Marie-Rosine et Cher. Et c'est ce langage-là que nous, de la science, devons tenir aux politiciens qui ne pensent pas que c'est juste un slogan. On se lève, on dit qu'on veut la souveraineté sanitaire et que ça va arriver comme ça. C'est des efforts délibérés et pas à pas. Merci beaucoup, Dr Ibrahima Fall, pour votre présentation. Alors, je m'appelle Kilembi Tchabou Magloire. Je suis médecin congolais, RDC. Et ma question s'adresse à Cher. C'est une question de curiosité. Il a parlé voilà, qu'ils étaient en train de développer des TDR pour la drépanocytose. Alors, il a parlé, voilà, parce que voilà, la drépanocytose n'était pas diagnostiquée chez les nouveau-nés. Alors, ma question, comme je l'ai dit, c'est une question de curiosité. J'aimerais savoir comment vous allez vous y prendre pour voilà, développer ce TDR, sachant que la proportion de l'hémoglobine fétale chez les nouveau-nés est assez élevée. C'est ce qui rend difficile, en fait, le diagnostic de la drépanocytose chez ces enfants. Et quel serait l'impact concret de diagnostiquer des enfants? Parce qu'avant, par exemple, chez les parents, je comprendrais que là, on fait de la médecine préventionnelle, mais par exemple, chez les enfants de moins de 3 mois, pourquoi on ferait cela? Parce que de toute façon, ils n'auront pas de crise drépanocytaire, du moins pendant ces 3 mois. Voilà. Merci beaucoup pour la question. En fait, il faut savoir que Diatropix, en fait, essaie de bâtir un portefeuille produit qui n'est pas uniquement basé sur la recherche et développement. On fait de la recherche et développement, on fait également du transfert de technologie. Et le kit de drépanocytose dont je faisais allusion, en fait, sera plutôt un transfert de technologie. Ça veut dire que le développement, il est déjà fait. En fait, c'est un test qui est routinnement utilisé au Sénégal, notamment au centre de transfusion sanguine, et également utilisé dans plusieurs autres pays d'Afrique, notamment au Nigeria, etc. Mais l'accès en fait qu'on en a est vraiment très faible au niveau du Sénégal et aussi dans la sous-région. C'est pour ça qu'on aimerait mettre en place le transfert de technologie. En fait, c'est un test qui va détecter plusieurs défauts de l'hémoglobine, jusqu'à les 6 principaux défauts de l'hémoglobine.
Et l'avantage, en fait, de traiter les enfants, c'est que même s'ils ne traitent pas, ne font pas des crises, mais on fait qu'ils feront plus tard des crises, notamment dépendant de la sévérité, en fait, de la maladie. En fait, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est une stratégie pour dépister et traiter. Après, quel est l'âge exactement pour faire le dépistage? Donc, ça sera à discuter avec les experts, hein. Quand on dit les nouveau-nés, bon, il faudrait clairement définir la tranche d'âge et cela dépendra en fait de ce qu'on appelle la usability et le use case en fait de ce produit-là. Donc, c'est quelque chose qui ne sera pas fait uniquement par l'Institut Pasteur de Dakar, il sera fait notamment avec les différents experts. J'ai mentionné tout à l'heure le centre de transfusion sanguine. Et c'est avec eux qu'on définira clairement quelle est la tranche d'âge qu'il faut utiliser. Mais pour l'instant, l'équipe permet vraiment est utilisable à toutes les tranches d'âge. Et même dans certains pays, notamment le Nigeria, ils l'utilisent chez les nouveau-nés. Le Sénégal a annoncé récemment, je crois la semaine dernière, la production locale de l'hydroxyurée, qui est le traitement contre la drépanocytose. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est vraiment travailler avec le ministère de la Santé et aussi notre institut, le département de santé publique de Pasteur pour pouvoir avoir une stratégie pour dépister et traiter. Merci. Juste pour la présentation, Angélique et Diane. Juste pour rebondir sur la question concernant la drépanocytose, il faut savoir que dans plusieurs pays, notamment en entre 48 heures et 70 heures, 72 heures de vie. Donc, c'est quelque chose, comme l'a dit Cher Diane, qui se fait déjà. Et ouais, ça fait partie des maladies qu'on n'arrive pas à traiter. Mais l'idée, c'est de détecter très tôt et d'avoir une prévention personnalisée. C'est un peu ça l'objectif. Bonjour, je m'appelle Bamba. Merci. Bonjour tout le monde. En fait, j'avais une question. Je m'appelle Mamoudou Yassine Ly. En fait, je voudrais savoir, à travers votre parcours, qu'est-ce que vous voyez comme étant la priorité pour le repositionnement de l'Afrique si elle doit être axée sur la construction d'une forteresse sanitaire africaine ou de réformer en profondeur le système mondial pour qu'il soit juste? Merci. Yassine Ly, de Fondé As ou de Diaba? Hein? Comment? De Fondé As ou de Diaba, Ludoué? Vous ne connaissez pas le Fouta? Si, si. Sur le Tamba. Non, non, non. Tamba, vous avez misé là-bas. D'accord. OK. Donc, je pense que là, je suis passé très rapidement sur une des slides, mais l'avantage de l'Afrique aujourd'hui, c'est la jeunesse de la population. Ils sont investis dans la formation, d'abord. Parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, les capacités qu'il faut pour faire ce travail qui est très complexe. Vous avez vu tous les domaines d'expertise qui sont concernés donc, dans la sécurité sanitaire. Nous devons investir et avoir des programmes de santé aussi qui mettent en priorité la nécessité de former des jeunes, que ce soit des médecins, infirmiers, sages-femmes, professionnels de santé, biologistes, dans des domaines très ciblés et choisis. Je parlais de la Guinée. Aujourd'hui, je peux citer tellement de jeunes Guinéens donc, qui sont spécialisés dans des domaines très pointus de la sécurité sanitaire parce qu'ils ont eu l'épidémie d'Ebola. Je le disais, dans chaque crise, il y a des opportunités pour mieux faire. Et nous avons encadré ces jeunes-là. Et pour la première fois, ces gens étaient payés et bien payés. Ils ont plus l'argent pour aller se former. Je me rappelle une jeune qui a décidé qu'elle ne va pas être formée dans un pays francophone. Pendant 3 ans, elle a essayé de passer les tests d'anglais. Finalement, elle s'est retrouvée à Liverpool. Elle a pu faire donc son master, son PhD en anglais. C'est comme ça. C'est le renforcement des capacités donc qu'il faut avec des programmes. Donc, moi, j'avais cette chance de pouvoir encadrer tous ces jeunes-là, pas seulement de la Guinée, mais partout en Afrique. Parce qu'on a déployé au total plus de 3000 personnes dans différents pays. Et nous les avons exposés en les déployant dans d'autres pays.
Donc, pour les mettre à l'épreuve, pour qu'ils apprennent aussi dans des conditions difficiles, qu'ils sortent de leur confort. Et nous devons avoir des programmes de renforcement de capacité. C'est pour ça qu'on a ici, à Pasteur, je le disais, le CARE et le RTH et d'autres programmes de renforcement de capacité. Mais au niveau politique, et nous travaillons avec plusieurs universités aussi pour combler le gap dans les domaines tels que la recherche clinique, etc. Donc, il faut un engagement délibéré du pays pour la formation et créer les conditions aussi pour que les jeunes qui sont formés à l'extérieur puissent revenir. Parce que quand on regarde ce qui se passe ici, les meilleurs élèves sont au concours général un peu partout, qui ont les mentions très bien, on les bourse pour aller à l'extérieur. Si on ne crée pas les conditions pour que ces gens reviennent, mais c'est une perte énorme. Ils vont rester au Canada, en France, aux États-Unis. Il faut qu'on crée les conditions pour que les gens reviennent. Maintenant, au-delà de ça, tout ce qui est leadership aussi, il faut préparer les gens qui sont nommés à des postes de responsabilité. Il faut tout un parcours de management, de leadership, pour quand ils arrivent à un certain niveau et qui vont représenter le pays dans les instances internationales pour discuter de problèmes de santé, que ces gens soient à la hauteur et ne partent pas pour faire du tourisme. C'est extrêmement important. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels il faut agir, mais il faut vraiment des programmes délibérés pour que les gens soient préparés à prendre certaines responsabilités et quand ils vont au niveau mondial, ils n'ont aucun complexe parce qu'ils ont la connaissance, ils ont le parcours qu'il faut. Je sais que... Merci beaucoup. Je sais qu'il y a plein de questions, plein d'interventions, de choses très, très intéressantes, mais on va juste prendre une toute dernière question et on va profiter du networking pour pouvoir poser certaines questions. D'accord? Après, on va faire la photo de famille. Ici. Bonjour, je m'appelle Saoudiata Akabo, je suis participante au programme de formation en bioproduction de vaccins à l'Université Rose-Dian, qui est une initiative de l'Institut Pasteur. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette présentation de haute facture et j'ai juste une question par rapport au thème. Il est mentionné que le thème, c'est repositionner l'Afrique dans l'architecture mondiale de la sécurité sanitaire. Donc, j'aimerais savoir à quel moment l'Afrique s'était vraiment positionnée dans cette architecture, parce que là, vous parlez de repositionner. Des problèmes que nous faisons face, et je me demande à quel moment, en fait, l'Afrique s'était vraiment positionnée, ou c'est comment positionner l'Afrique, le truc. Et aussi, j'ai une question pour Marie-Angèle, docteur Marie-Angèle, voilà. Par rapport... Angélique. En fait, par rapport à la recherche, est-ce qu'aujourd'hui, quand l'Institut Pasteur prend des initiatives de créer des vaccins, Madiba, le vaccinopole Madiba, est-ce que vous avez mis en place des unités de recherche pour la création de banques cellulaires? Parce qu'il n'est plus question d'importer les cellules souches. Et est-ce qu'il y a des initiatives par rapport à cela? Parce que quand on parle de création de vaccins, il faudrait qu'on soit autonome, de pouvoir savoir dans le domaine de la recherche, d'avoir des gens qui peuvent étudier en fait ces cellules-là et voilà, et passer à la production. Merci. Merci beaucoup. Votre question m'a fait sourire. Je pense que vous serez une excellente enseignante en corrigeant les lignes mot par mot. Et votre remarque est très pertinente. Et je dis tout le temps avec mes collègues ici, si on vous encadre pour une thèse aux États-Unis, vous ne pouvez pas juste mettre une phrase comme ça qui vient de nulle part et qui n'atterrit nulle part. Il faut que ce soit justifié. Donc, l'habitude d'utiliser le thème repositionner l'Afrique. Quand moi-même j'étais sous-directeur général en charge des urgences,
en tant qu'Africain. Je ne pouvais pas dire que l'Afrique n'était pas là. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé ce terme. Mais si on regarde vraiment quand est-ce que l'Afrique était positionnée, peut-être qu'il faut remonter à l'Égypte ancienne. Mais vous avez parfaitement raison. Donc, il faut qu'on travaille à nous assurer que nous sommes là et avec tous les arguments qu'il faut sur le plan scientifique et diplomatique. C'est ça le message. Oui, je pense que c'est bon là. Je suis gâtée, en 10 minutes, j'ai eu 2 baptêmes. Donc, pour la question spécifiquement sur les banques cellulaires, déjà juste pour donner un contexte, à la création de Madiba, c'était vraiment pour répondre au nouveau réarrangement mondial avec ce qui s'est passé avec Covid, etc. Mais on a senti qu'il y avait un besoin de l'aspect R&D, de la naissance du VRC, pour accompagner justement sur ces innovations scientifiques, pour que nos collègues qui sont en vaccinopole, que ce soit Madiba, AFM, Garab, etc., qui se concentrent sur l'essentiel, la production de vaccins. Et effectivement, on travaille aussi sur les banques cellulaires. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on fait de l'ingénierie cellulaire pour modifier les cellules et les rendre beaucoup plus performantes. Et on a une équipe qui travaille dessus et qui est formée spécifiquement sur ça. Parce que le but, effectivement, c'est de pouvoir réduire la dépendance aux intrants qui viennent de l'extérieur. Et en dehors du VRC, il y a des initiatives comme CEDAR qui sont générées par l'IPD, qui justement gèrent en dehors des lignes cellulaires. Il y a beaucoup de matériaux qu'on utilise dans la production, que ce soit de vaccins, du diagnostic, etc. Et l'idéal, ce serait de les avoir ici au niveau local. Donc, il y a cet effort qui est fait, mais c'est déjà fait en du VRC. Après, c'est juste l'histoire de démocratiser ou vulgariser cette connaissance-là, avoir plus de gens qui sont formés. Si vous voulez venir chez nous, hein, c'est la bienvenue. Maintenant, on parle encore de repositionnement de l'Afrique. Si vous allez dans les instances internationales, vous allez, on appelle ça, l'Assemblée mondiale de la santé. Chaque pays a une voix. La Micronésie a une voix. Les États-Unis ont une voix. Tout le monde est là. Mais est-ce qu'on est bien positionné sur le plan stratégique et diplomatique? Mais non. Je le disais tantôt, les États-Unis viennent avec leurs arguments. Ils ont déjà négocié avec leurs pays alliés. L'Union européenne vient d'une seule voix. Les Africains viennent en rang dispersé. On est mal positionné finalement. On est théoriquement positionné parce qu'on a les mêmes droits que tout le monde. Mais au bout du compte, on ne pèse pas sur les décisions. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Merci beaucoup, Dr. Socé. Merci pour la présentation. Merci pour les expériences partagées. Donc, une question pour le public. Comment vous avez trouvé la session? Si c'est bien, vous pouvez dire yes. Si c'est très bien, vous pouvez dire yes, yes, avec un tonnerre d'applaudissements pour Dr. Socé. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup.